Yo les machines, aujourd'hui je vous emmène du côté du triathlon avec Stéphanie Gros, qui est cadre à la Fédération Française de Triathlon et elle est aussi responsable de l'équipe de France olympique. Concrètement, c'est elle qui coordonne l'entraînement, la sélection et la préparation des meilleurs triathlètes français pour les gros rendez-vous. Stéphanie, c'est aussi une ancienne athlète de l'équipe de France qui a été coach au pôle de Montpellier. Elle a notamment repéré et entraîné pendant 7 ans une certaine Cassandre Beaugrand, au point où Cassandre la surnomme sa deuxième maman. Dans cet épisode, on va parler de plein de sujets intéressants, mais notamment comment on prépare une équipe pour les Jeux, pour gagner des médailles, comment on planifie 3 disciplines sans cramer les athlètes. On va aussi parler du rôle des données, de la muscu, mais aussi du mental, et comment la France est devenue l'une des nations les plus redoutées du triathlon mondial. Vous allez voir, Stéphanie, elle a une approche très humaine, hyper à l'écoute de ses athlètes, mais elle est aussi très calée sur la science de l'entraînement. Bref, c'est aujourd'hui une des grosses figures du triathlon français. Je vous laisse découvrir tout ça, mais avant de lancer notre échange, un petit mot sur Coros qui soutient le podcast. J'aimerais vous parler d'une nouvelle fonctionnalité de Coros qui fait beaucoup parler d'elle, le Virtual Pacer. Alors son nom parle de lui-même, vous avez maintenant le meneur d'allure le plus précis directement sur votre poignet. Comment ça fonctionne ? C'est simple, vous fixez une distance et un objectif de chrono et boum, vous courez contre un coureur virtuel jusqu'à ce que vous arrêtiez. Pour utiliser le Virtual Pacer, il suffit de lancer une activité en mode course ou en mode piste, puis votre montre affichera la distance restante, votre allure actuelle, le chrono estimé et l'avance ou le retard par rapport à ce chrono. Je précise que ce nouvel écran Virtual Pacer, il ne remplace pas mais il s'ajoute à vos données habituelles. Alors en tant que coach, perso, je trouve cette fonction vraiment utile car il y a beaucoup de coureurs qui ratent leur objectif ou entraînement clé à cause d'un départ trop rapide ou d'une mauvaise gestion de l'allure. Avec ce pacer, vous vous assurez un rythme constant, ce qui est une bonne stratégie pour faire un gros chrono. Si vous l'utilisez sur marathon, je vous conseille quand même de surestimer légèrement votre chrono car on parcourt souvent quelques centaines de mètres en plus. Merci à Coros pour leur soutien et maintenant, place au podcast. Bienvenue au Runwise Podcast. On est en direct de Montpellier avec Stéphanie. Ça va Stéphanie ? Très bien. Écoute, merci déjà de nous faire l'honneur de ta présence. Je suis très content et dis-toi que c'est le premier podcast sur le triathlon. On n'a jamais fait depuis le début. On a une podcast de course à pied, on parle beaucoup de marathon, on parle beaucoup de 10 km et tout. Mais on a quand même beaucoup de gens qui nous écoutent, qui font de la course et du vélo, mais il y a aussi des triathlètes, fait qu'aujourd'hui on va parler essentiellement de triathlon, c'est ta spécialité. Alors, Stéphanie, j'aimerais que tu te présentes pour commencer, juste nous dire aujourd'hui qu'est-ce que tu fais. Et après, on parlera un petit peu de comment t'en es venu à là, justement. Ouais. Aujourd'hui, donc, je suis cadre à la Fédération Française de Triathlon. Je suis missionnée sur l'équipe olympique, hommes et femmes. Ce que ça signifie dans les grandes lignes, je suis responsable du collectif. Donc je participe avec le directeur technique national à l'écriture des modalités de sélection. Donc je balise un peu le chemin qui sera emprunté par les athlètes. Et ensuite, j'accompagne les athlètes et les entraîneurs dans la construction des calendriers, dans la mise en place de la stratégie sur la saison au travers des courses. Et j'accompagne les athlètes sur les différentes étapes du championnat. Donc c'est toi qui as écrit les fameuses modalités de sélection tant redoutées par les athlètes ? Je participe à l'écriture puisque l'idée c'est de partager entre techniciens. Donc moi, dans la mesure où je me déplace sur les courses, où je vois un peu ce qui se passe, l'évolution au niveau international, là où en sont les athlètes. Moi, j'ai un regard technique sur le sujet, et donc je participe à l'écriture de ces modalités. Ok, c'était quoi les modalités ? Tu peux nous les décrire parce qu'en course à pied, c'était assez compliqué, on va pas se mentir, très compliqué. Est-ce que c'est aussi compliqué en triathlon ? Je sais pas si tu connais les modalités qu'il y avait sur 10 000 mètres, marathon et tout, mais voilà, il y avait... C'est jamais simple parce qu'en fait, quand on écrit les modalités, il faut aussi penser en amont. Déjà, les modalités, ça se réfléchit sur 4 ans. D'accord. C'est-à-dire que l'idée, c'est aussi d'accompagner les athlètes sur l'Olympiade et donc de partir en gros des athlètes qu'on a, donc des personnes qui vont être concernées par ces modalités, de l'objectif qu'on veut atteindre. Et ensuite, c'est baliser un chemin saison après saison qui va amener jusqu'à l'objectif avec dans l'idée d'atteindre l'objectif de résultat attendu sur la grosse échéance de l'Olympiade. Donc il y a ça. Et au milieu de tout ça, il y a quand même l'obtention des quotas. C'est-à-dire, c'est bien de se qualifier au jeu, mais si on n'a pas les dossards, on va pas aller loin. Ouais. Donc, il faut aussi l'avoir en tête.
parce que voilà, ça fait partie des choses. C'est mieux que ça s'ajoute pas aux modalités et qu'en fait en validant les modalités de fait la case soit aussi cochée. Donc nous en triathlon, on a la période olympique qui court sur 2 ans, pendant laquelle en fait les athlètes évoluent sur le circuit championnat du monde et à chaque course qu'ils font, ils marquent des points. Et en fait on a un ranking olympique qui commence en général autour du mois de mai, 2 ans avant les Jeux, et qui se termine quelques mois avant les Jeux, donc au mois de mai. Et voilà, en général, c'est un classement sur 12 courses, avec une possibilité de marquer entre 5 et 7 résultats en fonction des périodes. Donc ça peut être 6 et 6, mais ça peut être aussi 7 et 5, en gardant les meilleurs résultats. Et pour avoir 3 dossards chez les hommes et 3 dossards chez les femmes, il faut avoir 3 athlètes dans le top 30. 3 athlètes hommes dans le top 30 de ce ranking homme et 3 athlètes femmes dans le top 30 de ce ranking femmes. Donc ça, c'est des modalités de la fédération internationale, en fait. Voilà, c'est ça. Et la France s'aligne dessus ou elle les durcit ? Ça, j'ai envie de dire, si on est une nation plutôt en forme, ça... C'est le minimum, en fait. Oui, c'est ça. Mais comme les modalités, en fait. Les modalités sont souvent vues comme quelque chose de très difficile, mais c'est ennuyeux si les modalités sont au-dessus de l'objectif que se fixe l'athlète, parce que ça veut dire qu'il y a un décalage. Ouais. Donc, je sais que nous, quand on a présenté la stratégie post-Tokyo, des modalités de 2022 à 2024, les athlètes ont un peu tiqué en trouvant que c'était difficile, mais en fait l'objectif à atteindre, qu'on s'était conjointement fixé, était difficile. C'est-à-dire qu'avant Tokyo, l'objectif c'était la médaille en individuel, et post-Tokyo, quand on s'est rendu compte que le meilleur garçon fait 13e, je me suis dit, alors là, soit on est complètement à côté de la plaque, par rapport à ce qu'il faut faire pour aller chercher une médaille, soit il est vraiment arrivé à un gros pépin et on est aux antipodes de ce qu'on devait faire, mais en tout cas il y a un problème. Ça s'est mal passé Tokyo, en fait, si on résume. Ça a été la déception. Je me souviens plus qui c'était le 13e. C'est Vincent. Ah oui, c'est Vincent. Oui. Donc forcément ça a été un peu la douche froide, et dans ces cas-là le rôle des techniciens c'est de réfléchir à comment accompagner les athlètes et les entraîneurs pour coller au plus proche de la réalité des attentes, en fait, pour faire cette médaille. Ouais, je comprends. Et donc, ça a été ça tout l'enjeu des modalités de sélection. Donc, c'est une façon, quelque part, de mettre la barre aussi haute qu'on voudrait qu'elle soit. Enfin, si on veut motiver des athlètes, c'est vrai qu'en mettant des standards plus durs, on l'a vu, d'ailleurs, aux Olympiques, je prends le marathon parce que c'est ce que je connais. Au début, le 2-8, pour se qualifier, on trouvait ça très dur. Et en fait, je crois qu'il y a eu 100% de passage au standard. Il n'y a pas eu de ranking chez les hommes. Je crois qu'il y en a eu un tout petit peu chez les femmes, parce que le fait de mettre un standard, ça fait qu'il y a une émulation collective et que tout le monde va se dépasser, etc. Surtout sur une année olympique, surtout quand c'était en France. Fait que c'était plutôt une réussite au final, j'ai l'impression. Bon, on va reparler des JO plus tard, mais globalement, j'ai l'impression que c'était plutôt une réussite cette année, non ? Oui, ça a été l'Olympiade, c'est très bien passé. Donc l'objectif, ça a été de resserrer les exigences autour d'une course par saison, pour remobiliser les athlètes autour de la préparation de la course d'un jour. Parce que ce qui nous a aussi fait défaut, c'est que depuis 2009, on est passé sur un championnat par étapes. Et du coup, on se rendait compte que il y a eu des champions du monde qui ont fait podium à chaque fois qu'ils ont couru. Mais on a aussi eu, nous les Français, quand on a regardé de plus près finalement, Vincent a été champion du monde en 2019 et en 2020, mais en 2019 il gagne une étape, c'est Yokohama, et il fait 5e de la grande finale, et il a une moyenne de place autour de 4. Okay. Voilà, donc en fait on peut être champion du monde sans aller chercher la première ou la deuxième place à chaque fois. Donc c'est sûr qu'à ce jeu-là, après, ça devient, quand on court à chaque fois les étapes, c'est-à-dire que voilà, le World Triathlon sort les étapes du championnat, et souvent, moi, ce que je remarquais, c'est que les athlètes se disaient, au plus je vais aller courir, au mieux sera mon classement à la fin. Mais on s'y perd à la fin, on ne sait plus préparer la course d'un jour. On ne sait plus se mobiliser physiquement et psychologiquement pour élever son niveau sur une course identifiée sur la saison. Puis il y a une fatigue qui s'installe aussi tranquillement ou... C'est-à-dire que stratégiquement, c'est pas la meilleure solution pour faire le meilleur résultat possible à la fin au classement. Et c'était tout l'enjeu de ces modalités, c'était de montrer aux athlètes que finalement,
en ciblant la course qui nous intéressait parce que c'était la plus relevée de la saison, donc c'était un bon moyen d'évaluer le niveau des athlètes. En ciblant cette course-là qui avait un bonus point plus important au classement, finalement, y avait moyen, en faisant ça et en épurant le calendrier autour, il y avait quand même moyen d'optimiser le classement général. Okay. Alors, je pense que ça a été un concours de choses. C'est-à-dire que nous, on a mis ça en place. Les athlètes aussi, post-Tokyo, on était sortis du Covid et tout, donc c'était aussi plus simple pour eux. Ils sont retournés à l'entraînement avec des ambitions élevées. Et puis, tout s'est aligné pour que ça se passe bien. Et ils ont fait le boulot qu'il fallait. Les coachs ont aussi assuré de leur partie du boulot et l'ont très bien fait. Et tout s'est aligné et finalement, 2022, Léo champion du monde, 2023, Dorian champion du monde. Et puis à chaque fois, c'est pas les seuls, à chaque fois, on mettait 1 ou 2 Français sur le podium du championnat du monde chez les hommes et chez les femmes. Et pourtant, il y a de la concurrence. Exactement. On va y revenir sur Paris 2024 parce que j'ai plein de questions, mais avant ça, j'aimerais juste que tu nous parles un peu de ce que tu as fait, mais plus quand tu étais jeune, tu étais une athlète de haut niveau. J'ai fait quand même des recherches sur toi et c'est vrai que ton nom, il revient souvent sur Google. Il y a pas mal de requêtes quand même. Est-ce que tu en gardes de bons souvenirs de cette carrière de haut niveau ? Ouais, j'en garde un très bon souvenir. J'ai nagé sur mes jeunes années, j'étais nageuse. Et c'est vrai qu'après, j'avais laissé un peu de côté le sport. Enfin, je faisais du sport plaisir, je courais et voilà. Et mon père m'a inscrit donc à mon premier triathlon puisque lui avait repris le club de Poissy à l'époque. Et c'est un sport qui m'a plu de par sa diversité. J'ai appris des valeurs que t'enseigne le sport, comme l'exigence, la persévérance, la ténacité, et j'ai trouvé ça, je me suis éclatée là-dedans. Et je me suis construite en tant que femme aussi à travers ce sport. Donc ce sont de très belles et très bonnes années dont je garde un super souvenir. Chaque étape de ce parcours a été formateur pour moi, formatrice pour moi. C'est quoi on va dire la plus belle course ou la course dont tu es la plus fière, ou peut-être que c'est celle qui est la plus prestigieuse, je sais pas, dont tu te souviens? Est-ce qu'il y a un événement marquant Il n'y a pas une course qui m'a marquée. Ce qui m'a marqué, c'est mon passage sur les Grands Prix. J'ai aimé en fait les stratégies qu'on a pu mettre en place, entre autres avec Jessica Harrison, que j'ai entraînée ensuite, qui était ma partenaire de club à l'époque. J'ai aimé le fait qu'on se challenge, qu'on se tire vers le haut. À l'époque, le circuit était dominé par Beauvais. Nous, on était le petit club à côté et on avait à cœur de renverser cette suprématie du club de Beauvais. Et ça a été vraiment quelque chose qui m'a marqué et que j'ai trouvé super en fait. Donc il y a de la compétition et de la solidarité dans le même souvenir en fait. C'est se battre avec nos amis contre se battre. C'est parce que c'est une guerre qui est super sereine en fait. C'est ça qui est beau dans le sport aussi, d'essayer de se repousser soi-même à travers la compétition envers les autres. Quand tu dis que tu as fait tes premières courses en triathlon, juste pour resituer, on parle de quel âge à peu près ? 17 ans. 17, donc quand même relativement tard en fait. Ouais. Et avant ça, tu nageais à haut niveau, c'est ça ? Non, enfin j'étais à un petit niveau régional. Non, j'étais pas du tout à haut niveau. C'était des compétitions quoi. Oui. C'était quoi ta distance dans ta nage favorite ? J'étais plutôt brasseuse, donc rien à voir avec le triathlon. Ouais. Donc quand il a fallu passer sur 800 crawl, ça m'a un peu fait mal. Mais pareil, j'ai aimé ce challenge, le fait de sortir de ma zone de confort, faire autre chose. Et puis on a beau dire, mais la natation et la natation en triathlon, c'est pas pareil. Ouais, c'est quoi la grosse différence pour ceux qui connaissent pas grand-chose ? C'est le milieu ouvert, ce départ, tous alignés, les uns collés aux autres, un peu comme en cross en fait. Et puis cette première bouée autour de laquelle tout le monde veut aller tourner, sauf que on est 55, 60 au départ, et il faut aller tourner à la bouée qui est à 300 mètres. Donc la grosse promiscuité. Comment ça Moi, j'ai jamais fait de triathlon. J'ai déjà fait les 3 sports. J'ai nagé, j'ai fait du vélo, j'ai couru, pas mal couru. Mais j'ai jamais nagé J'ai déjà nagé en eau libre, mais pas avec beaucoup de gens autour. Et je pense que la différence, elle est là. Ouais. Si demain, j'avais un triathlon, tu me donnerais quoi comme conseil sur justement la partie nage où on part tous ensemble comme ça ? Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de débats là-dedans sur la stratégie à aborder.
En fait, la particularité de cette natation, c'est qu'il faut essayer d'utiliser les autres pour nager le plus vite possible. Donc déjà, il y a deux choses. Il faut essayer de se sortir du bouillon, comme on dit. Donc voilà, c'est un peu comme en cross. Hein. Au départ, il faut arriver à faire sa place. Ouais. Et après, en fait, il faut utiliser les autres et donc l'aspiration des autres pour essayer de sortir le mieux possible. D'accord. Donc le piège, c'est souvent fuir les autres, parce que ce qui est sûr, c'est qu'on peut pas retrouver ces sensations de bassin. On peut pas poser sa nage comme on la pose en bassin, donc ça déjà faut se l'enlever de l'esprit. Mais par contre, il y a l'aspiration est vraiment une plus-value à aller chercher sur cette partie. Donc il faut pas hésiter à se mettre dans les pieds des autres, coller aux autres. Faut pas avoir peur en fait. Ouais, c'est ça. Ça c'est quelque chose que tu peux comme un jeu. Tu peux pas pratiquer à l'entraînement en fait, pas vraiment. C'est tout l'enjeu. Même à très haut niveau, quand on entraîne, bon, les athlètes progressent en bassin. Mais après, il faut toujours recontextualiser, surtout avec ceux qui sont le moins à l'aise avec cette promiscuité, il faut toujours recontextualiser avec ce qu'on retrouvera en course. Ouais. Et donc, la promiscuité, pas voir au fond de l'eau, voilà, avoir un fond sombre, devoir relever la tête pour voir où est la bouée, enfin, voilà. Se prendre des coups aussi, finalement. C'est ça, ouais, c'est ça, se faire chahuter, ne pas se formaliser de se faire chahuter, ne pas paniquer. Voilà, c'est toute une technique. Ouais, ça peut faire peur, en tout cas, pour ceux qui commencent le triathlon. Oui, oui, ça c'est clair. En fait, il vaut mieux partir devant, presque, si c'est possible. Alors, faut-il encore en avoir les moyens, mais... C'est ça, et après, il faut arriver à rester devant sans trop gêner les autres, sinon on peut vite se faire nager dessus aussi, ouais. Donc il faut quand même être stratège. Est-ce qu'il y a des gens qui attrapent les pieds, ça marche? Est-ce que c'est à ce point-là Ah oui. Ah oui, vraiment? Oui. Parce qu'on peut pas le voir, ça, en fait. Il n'y a pas de juge-arbitre sous l'eau en train de regarder ce qui se passe. Alors maintenant, au niveau international, il y a des drones. Il y a des drones? Ouais, des drones, du coup, qui sont au-dessus de l'eau? Qui contrôlent Je savais pas qu'il y avait des drones. La bonne conduite des athlètes. Il y a des bateaux avec des caméras. En live ou ils regardent après la course? Oui, en live, parce qu'il y a une possibilité de se faire sanctionner dès la sortie de l'eau s'il y a eu une mauvaise conduite sur la partie natation. C'est quel genre de pénalité? C'est une pénalité donc de l'ordre de 15 secondes sur les formats de 2 heures et de 10 secondes sur le format d'une heure. Est-ce que ça peut vraiment faire la différence, hein, oui. 15 secondes? Ouais. On se rend pas compte parce qu'on se dit on a le temps, mais en fait, pas forcément. On peut se faire disqualifier aussi, hein, ça dépend comment ça se passe. Ça arrive des fois? T'en as vu un petit peu depuis? C'est depuis quand les drones? Ça fait 3 ans, je dirais. Donc c'est récent. Ouais. Ça fait une grosse différence? Oui, parce qu'il y a des athlètes qui se sont fait disqualifier. Et puis voilà, j'ai vu aussi des athlètes finir dans le top 5 d'une grande finale, se retrouver à s'arrêter sur le bord de la route pour faire les 15 secondes de pénalité. Et 15 secondes, quand on est sur le haut du classement, ça va très vite, quoi. Ils en profitent aussi devant pour creuser l'écart, etc. Ah bah oui, parce qu'en plus les pénalités sont affichées, donc on sait qui est pénalisé. Waouh, d'accord. C'est cool qu'ils aient créé cette nouvelle règle. Plus de justice aussi. C'est ça. T'as fait quoi comme études? Moi, j'ai fait une licence STAPS. Ok. Donc, après le bac, je suis partie à l'INSEP. Et j'ai fait toute ma formation STAPS là-bas. Ok. Et puis après, je me suis inscrite au concours de professorat de sport. J'ai suivi la formation de Montpellier. Ouais. Qui était une super formation. Et donc, j'ai passé mon concours en externe que j'ai eu. D'accord. Est-ce que c'était le fameux concours de l'INSEP qui n'existe plus aujourd'hui? Non. Ou c'est encore autre chose, ça? Non, moi je l'ai passé en externe. D'accord. En fait, il y avait 3 possibilités. Le passer en externe, le passer en interne, quand on a déjà des années de travail devant nous. Et puis, il y avait la formation haut niveau à l'INSEP. Mais moi, je voulais le passer en externe parce que je voulais continuer de... Ouais. Déjà, je voulais pas l'étaler sur 2 ans. Et puis, je voulais continuer de m'entraîner là où j'étais... Donc, je me suis entraînée, comme j'étais à Montpellier, je m'entraînais à Montpellier et j'ai fait la formation ici. Ok. Et ensuite, ça s'est passé comment, ta transition athlète-coach? Parce qu'aujourd'hui, du coup, j'imagine que tu es full-time coach. Est-ce que tu as le temps encore de t'entraîner un peu? Je ne m'entraîne pas. Je brainstorm en faisant du sport. Okay. Qui te sert plus comme un défouloir, santé mentale, etc. C'est ça. Fait du bien, quoi. Mais j'en ai besoin. Ça fait partie de mon équilibre. En même temps, c'est ce que tu as toujours fait aussi. C'est ça. Donc ça s'est fait vers quel moment de ta vie, cette transition? Parce que tu étais quand même une athlète de haut niveau et je pense que c'est pas facile de se dire maintenant, c'est plus moi. Mes performances, c'est pour les autres, quoi. C'est quand même un changement dans la tête. En fait, j'ai eu l'envie d'être mère.
Donc ça a été le déclic. J'ai senti, à 29 ans, que j'avais fait le tour de la question. Que je suis partie dans les dernières années, je me suis rapprochée de Brett Sutton, le coach australien. C'était l'occasion d'aller voir autre chose, d'aller voir ce qui se faisait. Ça a été un vrai déclic pour moi parce que j'ai compris beaucoup de choses. T'es partie en Australie ? Ouais, je suis partie en Australie. Alors, comme je passais dans le même temps, j'ai passé mon concours et je suis partie juste après. Et donc, c'est tombé pendant mon année de stage. Alors, ça a été compliqué parce que, je devais valider cette année de stage tout en m'entraînant. Je savais aussi que j'étais dans les dernières années parce qu'après, je voulais vraiment basculer sur ma carrière professionnelle. Et donc, j'ai fait des sessions en Suisse, en Australie, en Espagne, avec lui. Ça a duré 2 ans, 1 an et demi, 1 an et demi. C'était ton mentor un peu, en fait. J'aurais pas dit que c'était mon mentor, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui m'a permis de comprendre beaucoup de choses concernant l'entraînement et concernant la façon dont on abordait la performance en France, que ce soit au niveau de l'encadrement, mais aussi les athlètes. J'ai compris que je m'y prenais à l'envers en tant qu'athlète, que ça faisait des années que je faisais les choses à l'envers et que ça pouvait pas marcher. Comme quoi, t'aurais un truc précis La première chose que j'ai compris avec lui, c'est qu'en fait, l'entraînement, c'est quelque chose qui doit s'inscrire dans le temps et il faut qu'il y ait de la régularité. Et quand on s'entraîne, en tout cas moi, en France, j'avais le sentiment qu'à chaque entraînement que je faisais, il fallait que je valide ma meilleure séance. Et donc, c'était toujours plus, et quand la séance n'était pas au niveau attendu, c'était une déception. Donc, quand on s'entraîne dur et beaucoup, c'est quelque chose qui peut être épuisant nerveusement. Alors qu'en fait, avec lui, j'ai compris que l'entraînement, c'est de la construction de fondation. Et il faut y aller étape par étape. Et il faut surtout pas chercher à brûler les étapes. Donc, ça peut paraître fou, mais avec lui, on avait toujours la même semaine d'entraînement. Ah ouais ? Et qui était dure. C'était construit, tu veux dire la même semaine vraiment en termes de... C'était les mêmes séances ou c'était le même enchaînement ? Il y avait par exemple, toutes les semaines, 1 heure de contre-la-montre à vélo et 25 x 400 en course à pied, départ 2 minutes. Ah ouais. Toutes donc les c'est semaines. Vraiment les mêmes séances. Voilà. Un peu pour. C'est ça. C'était quoi la logique derrière ? En fait, la logique, il me l'a pas expliqué tout de suite, mais je l'ai appris à mes dépens. C'est qu'il fallait pas chercher à faire de mieux en mieux, semaine après semaine. Sinon, il fallait pas essayer de faire des meilleurs chronos, des meilleurs. C'est ça. Okay. En fait, il joue sur l'installation de la fatigue et la capacité à placer la séance, quel que soit son état, et à accepter l'état dans lequel on est. Voilà. Et ça a été très formateur pour moi. J'ai compris beaucoup de choses. Déjà, j'ai compris que l'entraînement, ça doit pas forcément être une torture à chaque fois. Ouais, faut pas y aller la boule au ventre, quoi. Non, mais c'est ça. Voilà. Moi, c'était à chaque séance de piste que je faisais, c'était, j'allais passer un examen, quoi, en fait. Donc forcément, c'est horrible. On n'a pas envie d'y aller et c'est épuisant, nerveusement. C'est épuisant. Ouais. On y pense quelques jours avant. Non, on est toujours dans l'anticipation. C'est ça. En fait. Donc hyper intéressant. Et les 25 x 400 quand même, est-ce que c'est des séances que tu donnes encore aujourd'hui ou est-ce que tu t'es... Non, moi après quand j'ai commencé à entraîner, je me suis inspirée de ça. C'est-à-dire, je me suis dit, en fait, voilà, il faut construire les choses. Notre sport, c'est 2 heures, c'est du musculaire. Il y a du changement d'allure à l'intérieur, mais c'est beaucoup de musculaire. Et en fait, il faut construire un entraînement qui aille dans le sens à la fois de l'exigence de ce sport, dans l'enchaînement des 3 sports en fait, mais aussi dans la stratégie au regard des adversaires présents sur le circuit. Et voilà, et donc j'essayais de faire comprendre aux athlètes qu'il fallait faire des heures, mais qu'il y avait des heures à faire facile et qu'il y avait des heures où, il y avait des fois où c'était plus dur. Mais pour pouvoir faire les séances les plus dures, fallait vraiment être facile quand c'était facile. Donc plus polarisé finalement. C'est ça. Tu peux rappeler, parce qu'il y a plein de gens qui connaissent pas le triathlon, quel est le format dont tu parles et comment ça se découpe en termes d'épreuves et de distance ? Alors, les 2 formats pratiqués sur le circuit championnat du monde aujourd'hui, c'est le format qu'on appelle courte distance, qui est le format olympique. C'est-à-dire 1,5 km de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied. Et le format d'e-sprint, c'est 750 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied. C'était lequel ton format préféré quand tu étais athlète ?
Courte distance. Le 5 km? Non, l'autre. L'autre, le 10 km. Ouais, ok. ouais. Donc ça, c'est, on va dire, pour les meilleurs, à peu près 2 heures d'effort. Donc ça ressemble beaucoup aux efforts marathon, en fait, pour les pros, finalement. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, il y a vraiment une exigence musculaire. Et après, il y a une stratégie qui se construit autour de ça. Donc la stratégie en course, et pour y répondre, il y a l'entraînement, il y a la nutrition, il y a beaucoup de paramètres sur lesquels on veut jouer. Est-ce que tu as vu une grosse évolution, par exemple, sur l'aspect nutrition? Je pense à lui parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de marques de nutrition, ce qui doit être un peu le reflet d'une prise de conscience quelque part. Est-ce que, à ton époque, ils prenaient autant de gel, les gens, ils prenaient autant de glucides, non? Non. Toi, t'en prenais, par exemple, sur ces formats-là? Oui, j'en prenais, mais c'était pas du tout encadré, en fait. C'était un peu à la sauvage. Voilà, il n'y avait pas l'accompagnement qu'il peut y avoir aujourd'hui. Ok. Il n'y avait pas de marque qui vendait des gels préfaits, en fait, à l'époque? Si, à l'époque, il y avait déjà des marques, mais déjà, il y en avait moins. Il y en avait moins, ouais. Et puis, comment dire, après, c'est aussi un phénomène de mode. Quand on voit les champions commencer à prendre plusieurs gels, coller 3-4 gels sur le vélo, on se dit, ah, tiens, bon, moi, à mon époque, c'était pas encore super en vogue, donc c'est pas quelque chose sur lequel on attachait beaucoup d'importance, en fait. Ok. Je suis curieux de savoir, en tant que marathonien, nous, c'est simple. En gros, on va dire, on prend un gel tous les 5 km. Donc moi, par exemple, je suis à 25 grammes tous les 5 km. Donc par heure, je suis entre 70 et 80 grammes par heure sur marathon. Ça se passe comment, en général, sur triathlon? Parce que bon, la natation, j'imagine que tu prends pas de gel durant la nat, ça serait pas possible. Est-ce que tu en prends au début du vélo? Est-ce que tu prends le plus possible sur le vélo pour en prendre moins sur le 10 km où ça doit pas être évident d'en prendre? Ça marche comment? Alors, c'est très individuel, mais si on doit aller sur une généralité, une grosse tendance, l'essentiel se prend sur le vélo. Okay. Parce que aussi, le vélo, c'est la moitié du temps de course. Ouais. Donc, bon, et puis c'est plus facile à prendre sur le vélo. Quoique sur le format olympique, les tours à vélo, c'est comme des critériums, c'est des tourniquets, il y a des virages sans arrêt, donc c'est pas aussi simple que ça à prendre, mais en tout cas, c'est là où l'essentiel des gels sont pris. Et puis ensuite à pied, ça dépend. Il y en a qui prennent le dernier juste avant de poser le vélo, le dernier gel. Donc ça va de 3-4 gels sur le vélo. Et après, il y en a qui arrivent à en prendre en course à pied. Mais ça, c'est très individuel et ça doit se construire à l'entraînement. Il faut pas aller innover le jour de la course. Ouais, bien sûr. D'ailleurs, je pose cette question comme ça. Pourquoi ce serait ce format-là de triathlon aux Olympiques? Est-ce qu'il y a déjà eu des discussions d'intégrer du plus long, du semi-Ironman, de l'Ironman? Non, en fait, plus long, non. Parce qu'il faut que ce soit sympa à regarder et dynamique. Et donc, il y a eu l'introduction du relais mixte. Ouais. Qui est un format très sympa, très dynamique, voilà, où il y a 2 garçons, 2 filles, où ça fait, en distance, ça fait à peu près 300 mètres de natation, 8-9 km à vélo et entre 1,5 km et 2 km à pied. Ouais. Voilà, ça c'est assez dynamique, c'est sympa à regarder. Le résultat, il n'est pas connu dès la fin du premier relais, ça bouge beaucoup. Donc ça, c'est attirant pour le spectateur et le téléspectateur. Ouais. Alors que le format plus long, pour l'instant, c'est un peu plus difficile à regarder. Ouais, je comprends. Mais j'imagine qu'il doit y avoir des gens qui poussent à ce niveau-là, mais on peut pas satisfaire tout le monde non plus, quoi. Non. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de tes premières expériences en tant que coach? On en avait parlé un petit peu en off. Tu as commencé avec la cellule féminine. Enfin bref, je vais te laisser m'expliquer. Ouais. Alors déjà, quand j'ai commencé au tout début à entraîner, j'ai eu Jessica Harrison qui était ma partenaire de club qui m'a demandé de l'accompagner à partir de 2006 pour la préparation des Jeux de Pékin. Okay. Donc elle a demandé sa naturalisation française. Elle était anglaise. Et elle a demandé sa naturalisation française qu'elle a obtenue et du coup elle a couru pour la France pour les Jeux de Pékin. Okay. Donc ça a été ma première expérience en tant qu'entraîneur. Donc c'était spécial pour toi parce que c'était une amie, partenaire d'entraînement et en plus tu la coachais, quoi. Ouais, c'est ça. Donc tu la connaissais très bien. Je la connaissais très bien, ouais. Mais c'est un plus pour la coacher ou des fois c'était plus difficile? C'est pas facile parce que c'est une amie aussi. Donc bon, quand on est le coach, on n'a pas toujours le bon rôle.
C'est-à-dire qu'on pointe systématiquement du doigt ce qui est à améliorer, on sort systématiquement l'athlète de sa zone de confort. Donc bon, c'est pas évident, mais ça a été hyper formateur. En plus, elle était plutôt sur sa fin de carrière, donc pour moi, c'était sympa quoi, à faire et c'était une bonne expérience. Ensuite, j'ai une deuxième amie qui m'a demandé de m'occuper d'elle pour les Jeux de Londres. C'était Carole Péon. Et donc voilà, c'est les 2 filles que j'ai accompagnées pour Londres. Et dans le même temps, j'étais responsable du collectif féminin olympique pour Londres, dans lequel il y avait aussi Amy Charéron à l'époque. Okay. Alors, elles ont fait quoi tes 2 premières coachées, donc à Pékin puis à Londres? Ça avait bien été ou... Ouais, alors à Pékin, Jessica avait fait 12e. Faut savoir qu'aux Jeux d'avant, voilà, il y avait eu de belles performances aux Jeux de Sydney chez les Françaises, mais sur les Jeux de 2004, ça avait été un peu la cata. Et il y avait, c'était le désert en fait. Le collectif féminin, il y avait pas du tout le niveau pour avoir des filles alignées aux Jeux. Donc l'enjeu pour moi, c'était d'arriver à monter ce collectif féminin, d'arriver à le construire. Et donc avec Jessica et Carole, Carole au début était entraînée par Franck Bignet sur les Jeux de Pékin. Et donc moi j'ai entraîné Jessica, donc Jessica fait 12. Et ensuite sur Londres, elle fait 9e. Voilà, donc pour elle c'était important parce que c'était les Jeux en fait dans son ancienne maison en Angleterre. Et ouais, pour moi ça a été une réussite parce que je pense l'avoir emmenée au meilleur de son niveau. Donc ça a été une super expérience et ça m'a bien lancé dans le métier. Ouais, c'est ce que j'allais dire, t'as quand même mis les pieds direct au plus haut niveau en fait. Ouais. Y a pas plus... Est-ce que c'était intimidant pour toi cette première expérience? Parce qu'en plus t'étais assez jeune coach, direct aux Olympiques. Non, ça m'a plu, c'était un challenge. Moi j'aime bien les challenges, donc ça m'a plu. J'ai pas trop réfléchi, j'ai foncé et je me suis dit allez... On y va, quoi. On verra. Ouais. Okay. Ouais, parce que tu sais, quand t'es athlète, tu sais tout l'entraînement que ça signifie d'une préparation au JO. Et moi, j'ai jamais entraîné un athlète pour les Jeux, mais j'en parlais avec Bruno qui est venu sur le podcast. Lui, il me parlait un peu de son état émotionnel quand Renelle, elle rentre dans le stade et tu sens qu'il y a une inquiétude, il y a un stress. Et je me demande, est-ce que tous les coachs le vivent comme ça? Est-ce que c'est très personnel? Toi, t'as l'air plutôt sereine avec ça. Non, on peut pas dire que je suis sereine. Après, je pense que ça c'est très individuel, mais on a forcément, quand on a envie que ça marche, quand on a envie de la réussite, forcément le moment venu, on a peur. On a peur de pas y arriver. On a même là sur les Jeux de Paris, je suis plus entraîneur, je suis responsable de collectif et pour autant j'ai envie qu'ils y arrivent, donc forcément j'ai la boule au ventre quand on va sur la course, mais bon ça je le garde pour moi, ils sont pas censés le savoir. Ouais, évidemment. Donc on imagine. Ouais, non mais je fais tout pour qu'ils s'en rendent pas compte et qu'ils le sentent pas et pour pas diffuser mon stress. Pour pas les contaminer en fait. Voilà. T'affiches la tête... La poker face. Ouais, poker face. C'est ça. Tu l'as bien pratiqué ça avec ton... T'as pas le choix en fait. Tu dois être... c'est important parce que si l'athlète avant sa course, il nous regarde et qu'on est pétrifié et que lui est déjà inquiet, c'est horrible quoi. Donc ça fait partie du jeu, ça fait partie de ce que nous, on doit être capable de mettre en place. Ouais, c'est intéressant. Donc si on revient un peu sur... Ton historique de coach, c'est quoi la suite? La suite, c'est le DTN de l'époque qui me dit écoute, maintenant Carole et Jessica ont mis un terme à leur carrière. Chez les filles, il y a personne là au niveau du groupe olympique. Il y a pas de relève. Il y a pas de relève, donc il faut que tu repasses sur la catégorie des plus jeunes et que tu formes des jeunes filles pour intégrer pour pouvoir aligner une équipe sur Rio et donc sur du long terme en fait. Oui, j'avais 2 ans. Ah ouais. 3 ans. Pas si long terme que ça. Non, okay. non, c'était pour l'Olympiade d'après. Donc on a le YAT sur la Fédération française de triathlon qui est la cellule qui permet d'identifier les potentiels émergents. D'accord. Et il y a un gros boulot de fait sur la détection des jeunes, les stages proposés aux jeunes.
Voilà, c'est Gérard Honorat qui gère ça. Et il y avait des jeunes filles identifiées. Donc voilà, à la suite de ça, moi j'ai donc 2 jeunes filles qui sont arrivées sur le pôle à Montpellier, Audrey Merle et Sandra Daudet. Et l'objectif, c'était donc anciennes nageuses, toutes les deux. Donc c'était de les former pour devenir triathlètes. Donc ça s'est plutôt bien passé. Donc de 2 filles, je suis passée à 3, et Émilie Morier qui est arrivée, à 4 avec Léonie Perriot, à 5 avec Cassandre Beaugrand. Et donc à Montpellier, j'ai eu jusqu'à 5 jeunes filles autour de 18-19 ans à l'époque, voilà, 18, 19, 20 ans, qu'il fallait que je forme pour intégrer l'équipe de France olympique. Là, on est vers 2014 à peu près. Ouais, c'est ça. Il y a 10 ans finalement. Ouais, c'est ça. Donc à Montpellier à 10 ans. Donc là, tu as ces 5 athlètes féminines. Ouais. Et je sais pas, toi, comment tu vois les choses à ce moment-là? Est-ce que tu te dis, oui, il y a assez de potentiel, ça va le faire? Est-ce que tu dis, c'est monstrueux le travail qui reste à faire? Est-ce qu'il faut créer une dynamique d'équipe? C'est quoi un peu les problématiques que tu vois à ce moment-là? Non, alors les problématiques, c'était arriver à connaître le plus vite possible chacune. Du relationnel, là. Voilà, pour ensuite leur faire du sur-mesure. Parce que c'était des potentiels toutes, mais elles étaient toutes très différentes, avec des rythmes aussi différents. Il y en a qui étaient en école d'ingé, voilà, les formations étaient différentes, les aspirations au quotidien étaient aussi différentes. Il y en a qui avaient besoin d'avoir des activités en parallèle de l'entraînement, d'autres non, donc fallait s'adapter à ça. Et après, l'idée, c'était de construire du sur-mesure pour arriver à franchir les étapes sans se prendre les pieds dans le tapis, quoi. Est-ce que tu as l'impression d'y être parvenu? Ça a été formateur. Alors moi, à l'époque, j'ai eu un petit côté un peu innocent. Je me suis dit, en fait, regrouper toutes les féminines fortes au même endroit va les aider à se tirer vers le haut. Et il y a une émulation qui va se mettre en place, qui va permettre à chacune de tirer le meilleur. Sauf qu'en fait, ça, c'est plus compliqué dans la vraie vie avec les filles. Ouais, rassembler un groupe de filles au même endroit qui ont à peu près le même niveau de performance. Ouais, c'est difficile parce que après il y a de la concurrence qui s'installe, on crée du mal-être chez certaines. Il y en a qui le vivent bien, il y en a qui le vivent moins bien. Donc en fait, avec le temps, je me suis dit bon, tu peux peut-être le faire sur les petites catégories, mais en fait très vite, si tu veux pas qu'elles se crêpent le chignon, Pourtant, j'ai essayé de mettre en place. Elles étaient pas tout le temps ensemble. J'ai essayé de mettre en place des entraînements, surtout les plus spécifiques, sur lesquels elles n'avaient pas les moyens de se mesurer les unes aux autres. Mais il m'aurait fallu plus de monde autour de moi pour encore plus éclater les séances, avoir plus de sparring hommes à côté pour mettre un petit peu de testostérone là-dedans et que ça se tire moins dans les pattes. Mais est-ce que tu penses que c'est dû au fait que on sait qu'il y a que 3 places pour partir au jeu et finalement elles sont 5, fait que par définition il y en a 2 qui vont pas y aller, ou alors en relais mix ou je sais pas trop, enfin. Oui, forcément. Et puis avant ça, il y a un championnat du monde, il y a un podium, hein. Un podium, c'est 3 places, hein. Elles étaient 5, donc voilà, les calculs sont vite faits. Donc forcément, elles font le même sport, la même catégorie. Il y avait de la concurrence. Au bout d'un moment, quand elles commencent à avoir de grosses envies et des objectifs qui se dessinent bien, forcément, c'est sympa d'avoir la copine à côté, mais ça devient vite une concurrente en fait. Est-ce que ça, t'as entraîné des hommes aussi peut-être? Est-ce que tu le voyais moins chez les hommes finalement, ou est-ce que c'était pareil? Chez les hommes, c'est un peu différent. À très haut niveau, ça se retrouve. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est aussi pour ça que dans l'accompagnement des athlètes élites, il n'y a pas de stage où ils sont tous ensemble, il n'y a pas de contrainte à s'entraîner tous ensemble à des moments dans l'année. Ils ont tous un groupe avec des sparring partners et un entraîneur, et ils fonctionnent chacun de façon individuelle. Et ça, c'est quelque chose qu'on respecte parce qu'on sait que sinon... ils s'entretueraient, donc ça n'a pas de sens. Ils s'épuiseraient, en fait. Ouais, tout le monde y perdrait, en fait. Ben oui, c'est ça. Ouais, je comprends, d'accord. Est-ce qu'à l'époque, c'était déjà évident pour toi que parmi ces 5 femmes, t'en avais qui avaient le potentiel de gagner un jour une médaille d'or aux Olympiques? Ouais. Est-ce que c'était celle qu'on d'or, avait je sais une, pas, ou pas mais forcément? je savais qu'il y avait vraiment du potentiel, ouais. Tu le vois, comment tu le vois d'ailleurs en tant que coach? Est-ce que tu le vois juste parce qu'elle
progressent très vite? Est-ce que tu le vois parce qu'il y a un mental derrière? C'est un peu de tout? Ça peut être très différent. Il y en a, on voit qu'il y a des qualités qui sont vraiment remarquables. Et on se dit, ça, c'est des qualités ça va progresser au fil des années, ça va se construire, ça va s'endurcir, ça va donner une athlète très, très forte. Après, il y en a d'autres qui sont capables de sublimer sur la compétition d'un jour, qui ont pas forcément les mêmes qualités, qui sont pas forcément, autant généreuses à l'entraînement, mais qui sont capables le jour J de passer au-delà de la pression et vraiment de transformer l'essai et de faire des trucs incroyables. Donc en fait, c'est arrivé à déceler ça chez chaque athlète, et quand on voit certaines choses comme ça, on se dit ça peut être une chose. Ouais. Voilà, et là on peut se dire là il y a quand même un truc, et ça, si autour on construit bien les choses, qu'on accompagne bien, il y a moyen que ça marche bien, quoi. OK. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que tu es encore entraîneuse nationale ou c'est une autre fonction? Aujourd'hui, ça, c'est une appellation qui a un peu évolué. On dit responsable de collectif. Okay. Alors moi, j'ai entraîné jusqu'en 2022, jusque fin 2022, Cassandre et Léonie. Donc, j'avais la double casquette. J'étais à la fois entraîneur et responsable de collectif. Okay. Et depuis fin 2022, je suis passée uniquement responsable de collectif, ce qui m'a permis d'envisager ma mission autrement, parce que finalement c'est une vraie mission de management. Au-delà de l'entraîneur et de l'athlète, il y a tout le système, tout l'écosystème qui est autour de l'athlète, qui est là pour son projet, les kinés, les médecins, les collègues cadres qui font les relevés de data sur les courses, et en fait faut manager toutes ces personnes qui évoluent autour de l'athlète. Tu coordonnes en fait, pour la ça. performance. C'est du management, ouais. Donc j'imagine beaucoup de rencontres, beaucoup de visio. Ça doit être fatigant un peu, non? La gestion de l'humain, c'est fatigant, non? Moi, j'aime bien. T'aimes bien, toi? Ouais. En fait, ça correspond à ta personnalité aussi, ouais, finalement. Je pense. Donc t'as trouvé le bon fit. Ouais, moi je trouve ça intéressant d'arriver à s'adapter au fonctionnement des uns et des autres, à essayer de retirer le meilleur de chacun, à embarquer les gens dans un projet. C'est quelque chose que je trouve sympa. Ok, ouais, ça a l'air de bien marcher en tout cas, parce qu'on l'a vu, et d'ailleurs ça fait une belle transition pour un peu parler des Jeux. C'est quoi le bilan des JO 2024 sur triathlon? J'imagine que vous avez dû avoir une rencontre avec tout le monde sur c'est quoi le bilan de ces Jeux, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qui a bien été? Le bilan de ces Jeux, c'est déjà en termes de résultats, c'est d'avoir réussi à embarquer tout le monde, les athlètes et les coachs dans ce projet ambitieux de faire la médaille et de vraiment la faire. Donc de se donner les moyens de la faire, c'est pas anodin, c'est un parcours semé d'embûches, et on en a eu des embûches entre les annulations de courses, les blessures, les maladies, les chutes. Ça n'a pas été de tout repos, mais ça s'est bien passé. Donc ça, c'est la grosse satisfaction quand au lendemain de Tokyo, on a présenté justement les modalités. Les athlètes se sont dit mais ils sont malades, c'est trop dur. Alors qu'en fait, c'est un peu le discours que je leur ai tenu là sur le bilan qu'on a fait. C'était pas trop dur, c'était le chemin à emprunter pour arriver au jeu en sachant qu'ils pouvaient la faire cette médaille, mais aussi eux en sachant qu'ils pouvaient la faire et qu'ils étaient capables d'être performants sur la course d'un jour. Chose dont ils n'avaient pas fait la démonstration avant. Donc ça, c'était important. Mais c'est intéressant d'avoir ta vision des choses, parce que moi, j'avais fait une vidéo sur les modalités de sélection, vraiment course à pied pour les Jeux. Il y avait beaucoup de gens qui commentaient, qui critiquaient la Fédération française d'athlétisme en disant... Parce qu'en fait, on se met pas à la place de la fédération, on se met à la place des athlètes. Mais en ayant ton point de vue, maintenant, il y a des choses qui s'éclaircissent dans ma tête que je vais essayer d'expliquer. Les gens disaient, mais il faut donner la possibilité aux athlètes de faire les Olympiques, parce que pour plein d'athlètes et pour les gens qui les suivent, c'est une fin en soi de faire les Olympiques. Ça, c'est intéressant. En fait, ce qu'on comprend de ce que tu dis, c'est que la médaille, c'est le but des Olympiques pour une fédération, parce que participer aux Olympiques, c'est bien, mais surtout quand les Olympiques, c'est dans ton pays,
t'as envie de faire des médailles, c'est ce qui est important. Et en fait, on comprend mieux maintenant pourquoi la FFA, par exemple, avait durci certains standards. C'était dur, mais c'est en fait pour envoyer des athlètes qui ont une chance de faire des médailles ou au moins un top 10 ou un top 5, quoi. Fait que je pense que ça aide aussi à comprendre, oui, il y a différents enjeux finalement entre tous les gens. C'est ça un peu? Ouais, bah c'est ça. De toute façon, nous, post-Tokyo, comme je t'ai dit, je me suis dit, mais on est complètement à côté de la plaque. Comment on peut partir avec l'idée qu'on est capable de faire une médaille et faire ce qu'on a fait? Vous faites une médaille à Tokyo en relais mixte? En relais mixte, ouais. On fait la médaille de bronze. Ouais. Bon. Mais bon, voilà, c'était la grosse déception. Et moi, qui étais entraîneur à l'époque, qui entraînait Cassandre et Léonie, Cassandre fait 5e en finissant... Léonie, pardon, fait 5e en finissant au sprint avec la 4e. Donc elle était dans les clous. Je savais que les deux étaient dans les clous sportivement. Elles étaient fortes. Cassandre, était un petit cran au-dessus de Léonie à l'entraînement. Donc la médaille, elle avait le potentiel physique pour la faire à Tokyo. Elle l'a pas fait pour plein d'autres raisons, parce que c'est pas non plus que le physique, une médaille au jeu. C'est un mental, c'est... La maturité, finalement? Ouais, c'est arriver aussi avec la confiance nécessaire. Voilà. Donc, tu penses potentiellement qu'elle manquait de confiance à Tokyo? Ah ben c'est sûr. Elle manquait de confiance. Et puis de toute façon, le matin, quand elle a vu qu'il pleuvait, c'était Elle était plié. jeune aussi, non? Oui, c'est ça. Il faut de la maturité, il faut de la confiance. Donc nous, moi, c'est tout ce qui a nourri ma réflexion quand on est ressorti de Tokyo pour construire le chemin jusqu'à Paris. Je me suis dit, en fait, va falloir arrêter de se leurrer, va falloir construire le chemin qui va nous amener vers cette médaille. Et donc, ça veut dire réaliser un certain nombre de performances. Pour se prouver que physiquement on est capable de le faire, et puis aussi arriver au départ de ces jeux en se disant ok, je sais ce que je vaux et je sais que cette médaille je peux vraiment aller la faire et que ça va pas se jouer sur un coup de dé. Mais ça c'est quelque chose qui se travaille sur des années en fait, parce que il y a le mécanique, ce que tu fais à l'entraînement, mais il y a après ce que tu penses, qui est très orthogonal à ça, finalement on se rend pas compte, mais les deux sont indépendants. Des fois tu peux être dans une forme incroyable, mais toujours pas avoir cette certitude que tu peux aller chercher une médaille. Comment elle explique ça et comment on le... T'as toujours le doute, forcément. Tu te dis, j'ai fait ça, mais la médaille au jeu, c'est encore autre chose. Je veux dire, c'est pas pour rien que c'est la médaille d'une vie, quoi. C'est tous les 4 ans, tout le monde la veut, donc faut encore arriver à la faire. Mais déjà, si les 2 saisons d'avant... Parce que nous, il y avait quand même des indicateurs sur l'Olympiade de Tokyo qui nous montraient que les athlètes avaient de belles qualités. Mais il n'y avait pas cette régularité, ce niveau plancher qui permet de se dire à chaque fois, je vais être sur le devant de la course, je vais jouer les premières places, etc. Il manquait un petit truc à ce niveau-là. Et il manquait aussi, et surtout, la capacité à préparer la course d'un jour. C'est-à-dire arriver sur une échéance en se disant, ok, c'est tel jour, telle heure, et tout le monde m'attend. Voilà, avec ce stress-là aussi. Pas avoir peur de dire les choses, quoi. Non, mais c'est ça, pas avoir peur de se dire c'est aujourd'hui telle heure. J'ai pas le droit à l'erreur. C'est comme ça, quoi. On a le droit à l'erreur, mais voilà. Sur le papier, c'est surtout, je l'ai déjà fait. Je suis capable de le faire. Alors qu'en fait, là, avec ce championnat qui avait évolué en série, ils savaient même plus comment faire pour préparer. Ils ne ciblaient même plus une course sur la saison. Donc là, c'était un retour à ça. À l'ancienne, quoi, championnat du monde sur la course d'un jour, et là c'est les Jeux Olympiques, c'est ça, c'est la course d'un jour. Donc c'était leur montrer ce chemin-là et les accompagner vers ça. Donc ça veut dire faire des choix au niveau du calendrier. Alors désormais le calendrier, il y en a des courses s'ils veulent en faire entre les différents circuits privés, championnat du monde, il y en a de partout, les longues distances, les moyennes distances, il y a moyen de se diversifier. Mais justement, il faut aussi à un moment donné arriver à faire des choix. Pour se donner toutes les chances d'arriver prêt sur la course qu'on a ciblée. Pour résumer, juste les médailles qu'on a eues pour les gens qui savent pas, donc il y a eu une médaille d'or Cassandre, il y a eu une 3e place par Pierre Lecor, c'est ça? Et au relais mixte, non. J'ai fait une erreur? Ouais. Vas-y, dis-moi. Il y a eu une médaille, donc Cassandre gagne, Emma Lombardi fait 4e chez les femmes. Est-ce que je disais que les médailles? Voilà. Et puis, mais c'est important, je vais te dire pourquoi. Et ensuite, chez les hommes, il y a eu Léo Bergère qui fait médaille de bronze et Pierre qui arrive 4e.
J'ai inversé Léo et Pierre, je suis Voilà. désolé. Non, mais S'ils nous écoutent. Mais c'est de toute façon, voilà, il y en a un qui fait 3, l'autre qui fait 4. Ils ont fait une course superbe tous les deux. Ils se sont épaulés sur la partie course à pied parce qu'ils avaient les 2 Portugais qui eux aussi se relayaient et ils les avaient juste derrière. 2 très bons coureurs, et ils se sont serrés les coudes sur la partie course à pied en se disant bon, il y en a un de nous 2 qui va être au pied de la boîte, mais c'est pas grave, quoi, on y va. Ils préféraient que ce soit eux 3 et 4 plutôt qu'il y ait un Portugais qui se... Donc je pense que la 4e place de Pierre, elle est aussi à saluer. Ouais, complètement. Et puis Emma Lombardi, elle fait un parcours incroyable. Cette jeune fille, elle est rentrée sur le circuit WTCS dans les 2 ans qu'ont précédé les Jeux. Elle est arrivée, elle sortait de la catégorie 23, toute jeune championne du monde du 23, elle arrive sur le circuit et... C'est ses premiers Jeux. Ouais. Et elle fait 4e. Alors forcément, pour ses premiers Jeux. C'est pas la médaille, mais qui n'aurait pas rêvé, ne rêverait pas pour ses premiers Jeux de faire 4e? Bah, ça laisse toutes les possibilités, en fait. Ouais. Ça ouvre énormément d'espoir pour elle, j'imagine. Et qu'est-ce qui s'est passé au relais mixte? Alors moi je l'ai re-regardé, mais pour ceux qui l'ont pas vu, tu peux réexpliquer ce qui s'est passé? Ça a dû être dur quand même à ce moment-là. Ouais, ça n'a pas été simple. Mais en fait, il y a eu une chute à 400 mètres de la 2e transition. Donc le premier relais, c'est le relais des garçons. Nous, on avait mis en place une stratégie. Parce que la difficulté qu'on avait, c'est qu'il y a eu très peu de relais mixtes courus sur l'Olympiade. Okay. Donc c'était pas évident de se situer par rapport à la concurrence. Et puis ce qui nous avait aussi un peu leurré sur l'Olympiade d'avant, qu'on savait, mais bon, on a tout gagné sur les relais mixtes avant Tokyo. Et donc forcément tout le monde nous attendait comme favoris sur le relais mixte à Tokyo, et on fait 3. En fait on fait 3 parce que les 2 équipes de devant n'ont jamais aligné leur meilleure équipe sur l'Olympiade. Et on jouait en fait la stratégie de la course individuelle sur toute l'Olympiade, et ont aligné leurs meilleures individualités pour composer le relais mixte le jour des Jeux. Et nous, on s'est retrouvés un petit peu dans cette situation parce qu'il y a eu très peu d'épreuves relais mixtes proposées sur l'Olympiade avant Paris. Et de toute façon, on s'était dit, on va pas mettre la pression aux athlètes pour qu'ils participent au relais mixte. On leur fixe des objectifs sur la partie individuelle qui sont déjà bien assez relevés. S'ils sont forts en individuel, les 4 assemblés seront très forts, il n'y aura pas de problème. Parce que pour resituer, c'est... quelle durée de récupération entre individuel et mixte? Alors, la course... donc, on avait course 30 les garçons, 31 les filles et 5 le relais mixte. Donc, quand même beaucoup de récupération. Ouais, il y a quelques jours de récupération. Okay. Mais bon, voilà, on s'était dit, en assemblant les meilleures individualités, ça va le faire, on aura un très bon relais. Et on est parti sur cette stratégie-là, mais on avait... Du coup, fait une simulation de ce que serait certainement la composition des relais étrangers qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire que... On ne connaît pas les inscriptions à l'avance, en fait? On sait que les nations alignent un relais, mais on ne sait pas qui compose les relais. D'accord. Et ça, on le sait quand on va faire le briefing du relais mixte. Donc souvent, la veille de l'épreuve ou l'avant-veille de l'épreuve, on a le briefing. Et là, les nations déposent la liste des athlètes composant le relais, plus les deux remplaçants, hommes et femmes. Et ils ont jusqu'à 2 heures du départ pour rebouger. Donc là, c'est le mercato. Donc ils peuvent faire rentrer les remplaçants, ils peuvent faire bouger les places des autres relayeurs. Il y a quand même une petite incertitude qui plane. Voilà. Et comment ça fonctionne? Est-ce qu'on peut prendre... 4 athlètes pour le relais mixte qui n'ont pas du tout compétitionné en individuel, c'est possible? Non, on ne peut pas ajouter d'athlètes à l'effectif des Jeux. Mais on peut utiliser les remplaçants. Mais on peut faire le choix de ne pas faire courir en individuel. L'athlète, par exemple, on aurait pu se dire, nous, voilà, on a 3 garçons, 3 femmes, pardon, et on décide, la 3e femme de pas la faire courir l'épreuve individuelle. Parce que, par exemple, pas de chance de médaille ou juste pour le garder frais. Et on la garde pour le relais mixte. Il y en a qui font ça? Oui, je crois qu'il y en a qui l'ont fait. Bon, c'est pas les meilleures nations, mais les meilleures nations, de toute façon, leurs relayeurs font les médailles sur l'épreuve indiv. Ouais, forcément. Donc, c'était quoi le podium en relais mixte? Là, cette année? Ouais. Ça a été Allemagne, Angleterre, États-Unis.
Ou, Ok. ou États-Unis-Angleterre. Je sais plus qui fait 2, qui fait 3. Ça, ils arrivent toutes les 3 ensemble. Et est-ce qu'on peut décider de quel sexe commence ou est-ce que ça doit Non, être forcément... ça c'est figé. Je me souviens plus. Ça commence. Alors, ils l'ont changé ça après Tokyo. Ok. C'est-à-dire qu'avant, c'est une fille qui commençait. Et après Tokyo, ils ont décidé d'inverser pour que ce soit une fille qui termine. Donc, c'est un garçon pour qui l'image commençait. ou... Ouais, voilà, pour changer un petit peu. Ouais. Ok. Donc, voilà. Donc, pour revenir sur cette course, nous, Pierre s'élance pour le premier relais. Et tout se passe bien jusqu'à 400 mètres avant de rentrer à la deuxième transition, où là, il chute. Il remonte assez vite sur son vélo, sauf qu'en fait, quand il remonte sur son vélo, il a pas vu qu'il a déraillé. Donc, faut qu'il redescende de son vélo, qu'il remette la chaîne. Bon, bah là, on dit souvent que quand on lâche 30 secondes à la tête de course sur relais mixte, c'est difficile. Là, on a lâché bien plus que ça, et en plus, on était isolés, donc bon, on savait que c'était cuit, ça va être terrible pour lui à ce moment-là, parce qu'il le sait, mais il doit quand même tout faire pour essayer de rattraper. On sait jamais, en fait. Ouais. Oui, c'est ça. Après, chutes, ouais, puis ce qui n'était pas évident, c'est qu'il fallait garder les autres mobilisés, parce que mine de rien, les autres, la course ne faisait que commencer. Donc, il fallait quand même qu'ils se lancent dans la course et puis il fallait trouver quelque chose pour les encourager, pour les motiver, quoi. Ouais. Donc, les relais difficiles, ça a été les 2 relais qu'on suivit, parce que là, c'était des relais vraiment isolés. Le relais de Léo et le relais d'Emma, ça a été dur, parce qu'ils étaient seuls. Il y avait un trou de 50 secondes devant eux. Ils remontent en plus. Ouais, ils font un gros boulot. Alors, ça se voit pas, parce que forcément, le relais de Cassandre est plus impressionnant, parce qu'elle passe les athlètes les uns derrière les autres, mais il y a eu un gros boulot pour boucher ce trou. Ouais, c'est impressionnant, parce que au final, ils arrivent quoi, 4e. Je me souviens plus, est-ce que Cassandre, elle arrive loin de la 3e? Ouais. Quand même. Ouais, il y avait un trou. C'était pas jouable. Ah non, mais s'il n'y a pas cette chute, il y a clairement un podium à aller chercher là. Ah bah s'il n'y a pas cette chute, dans la mesure où ça s'est passé exactement comme on l'imaginait, c'est-à-dire que le moment qu'on avait imaginé pour sortir, on savait que les nations concurrentes, c'était l'Allemagne, l'Angleterre et les États-Unis. Et on savait qu'il y avait des moments dans la course où il fallait en utiliser comme allié pour en éliminer d'autres et construire la course comme ça. Et ça s'est exactement passé comme on l'avait imaginé. C'est vraiment très stratégique, en fait. Oui. C'est vraiment à ce point-là. Et ça, vous pouvez pas l'élaborer vraiment avant d'avoir la liste des participants, finalement. Donc, vous faites plusieurs hypothèses avant ça. Ouais, c'est ça. On fait des projections. Et puis, une fois que ça tombe définitivement, c'est là où après on peut dire aux athlètes, là ça va se passer comme ça, là il y a une ouverture pour s'allier à telle nation et sortir telle nation, là il va y avoir une autre ouverture en fonction des forces et des faiblesses des athlètes alignés. On arrive à voir les moments où la natation du 2e relais, on l'avait clairement identifié, on savait que c'était un moment où ça pouvait basculer, qu'il fallait appuyer là. Et vous êtes plusieurs pour faire cette analyse là ou... J'ai des collègues dédiés à ça. Sur le service mission et appui de la performance et qui ont fait un super boulot là-dessus. Chaque athlète savait sur son relais ce qu'il avait à faire et quels étaient les athlètes à marquer, quelle nation pouvait être la nation alliée quelle nation était à éliminer. Enfin, c'était très... Est-ce que tu sais si les meilleures équipes font la même chose? Je sais pas, mais je pense pas. Ça discute pas trop en fait entre non. équipes. C'est normal en même temps. Il y a des médailles. C'est ça. C'est intéressant. Il y a de l'enjeu un peu. C'est intéressant parce que c'est pas l'image que j'ai nécessairement de la France de faire ça. C'est plus je trouve une approche un peu anglo-saxonne, l'américaine, dans l'inconscient en tout cas. C'est un peu comme ça. Et je trouve ça bien parce que il faut donner les meilleures chances en fait. C'est ça. Je veux dire, nous on a des athlètes qui sont très performants, donc on essaye de se mettre au même niveau et de leur apporter quelque chose. C'est un peu l'objectif, quoi. Ouais, mais c'est super. Et ça a dû être d'autant plus dur, du coup, de cette chute, si vous aviez tout planifié, quoi. Maintenant, on comprend mieux aussi. Ouais, c'est pas facile, mais bon, c'est comme ça, ça fait partie du sport. Puis c'était quand même une belle réussite à côté. Donc c'était... voilà. Sur le moment, c'est vrai que ça a été difficile, mais ces jeux, ça reste une réussite. Oui, je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Puis surtout que là, pour le coup, je sais pas, est-ce que cette chute à vélo, elle aurait pu être évitée? Ou est-ce que c'est juste vraiment que de la malchance? À un moment, on peut rien y faire, quoi. On sait jamais. Parce que quelqu'un tombe devant lui et après, il tombe, c'est ça. Ouais. C'est compliqué quand même. Ok. Et
J'avais une petite question, parce qu'à un moment, il y avait cette espèce de, pas de débat, mais sur Internet, il y avait beaucoup de drama de pourquoi Vincent Louis n'avait pas été qualifié. Pour des gens qui connaissent pas grand-chose, parce que tu sais, Vincent Louis, c'est un peu le Kevin Mayer pour le décathlon. Tu sais, c'est le gars que tout le monde connaît quand on connaît pas vraiment le triathlon, tu vois. Tu peux expliquer pourquoi il est pas parti au jeu pour des gens qui connaissent pas grand-chose? Bah, c'est très factuel, hein, en fait. Au-delà des critères, comment dire, sur les 2 dernières années, Vincent était blessé. Okay. Il est arrivé blessé sur le test event en 2023. Nous, on s'en est rendu compte sur l'épreuve. Hein. Il avait mal à un mollet. Finalement, on fait les examens. Il a une déchirure. C'est une épreuve, le test event, pour lequel il fallait s'être sélectionné. Ça faisait partie du parcours de sélection. Vincent n'avait pas validé les critères parce que déjà il avait des petits pépins de santé en début de saison. On l'a repêché pour qu'il soit au départ. Il fait la course, il est blessé, il la finit pas. Donc ça entame ses chances de qualif pendant que les autres font 3, 4, 5 chez les garçons quand même du test event. Ouais. Sachant que le top 3, c'était un des premiers critères à valider pour aller sur les Jeux Olympiques. Et l'autre critère, c'était dans le cas où les athlètes aient fait un top 5 sur le test event. C'était 1 mois après, sur la grande finale, qu'elle était aussi une épreuve relevée, faire le podium. Okay. Bon, bah là, il y a, voilà, à nouveau, il y en a qui cochent la case. Donc, d'un côté, on avait Vincent blessé. De l'autre, on a les autres qui montaient en puissance, qui étaient très forts. Et quand on commence la saison 2024, donc il y a l'annulation d'Abu Dhabi. Et ensuite, on part sur Yokohama. Et ben là, en fait, on analyse les performances réalisées sur l'année. Donc, il y a 2 garçons qui avaient fait les critères qui les mettaient en position de sélectionnable sur l'année N-1. C'était Pierre et Dorian. Donc, eux, ils avaient en quelque sorte une longueur d'avance par rapport à Léo et Vincent. Et ensuite, ça risquait de se jouer entre Léo et Vincent. Yokohama, il y a la chute à vélo. Vincent, c'est le seul à pas être dedans. Les 3 autres sont dedans. Bon, avec Dorian qui se fracture le scaphoïde. Léo qui se relève, qui repart. Pierre n'était pas au départ de cette course. Et ensuite, pour être qualifié au jeu définitivement, il y avait un critère de confirmation à faire dans le cas où on avait validé les critères de niveau 1 et 2 sur l'année N-1. Et Pierre le fait. Donc en fait, à l'issue de la saison 2024, Pierre, lui, est sélectionné. Il a coché toutes les cases, donc il est indiscutable. Et après, ça se joue entre Dorian, Léo et Vincent. Bon, bah, à ce jeu-là, Dorian s'est fait opérer très vite du scaphoïde après la chute de Yokohama. Et il est champion du monde 2023 quand même. Il a, sur l'année 2023, montré un très bon niveau de performance. Il répond présent sur le test event. Il répond présent sur la grande finale. Les courses ciblées, il a été là. Sur le niveau moyen à valider, il a été là. Et Léo, champion du monde 2022, pareil, sur les saisons observées, donc marquées dans les critères, 2023-2024, il est performant. Et donc, voilà, après, ça se joue entre Léo, Dorian et Vincent. Et à l'analyse des performances, malheureusement, Vincent était en deçà. Donc quand je parle d'analyse, nous on mesure les parcours, on a les vitesses en course à pied, et la qualification on la faisait sur des garçons en capacité de faire la médaille au jeu. Donc il fallait des garçons qui, quel que soit le scénario, soient capables d'aller la chercher cette médaille. Ouais, vous, votre but c'est juste d'avoir le meilleur résultat possible en fait, c'est c'est de qualifier les meilleurs athlètes pour aller chercher les meilleurs résultats possibles. Donc ouais, Vincent, moi j'ai été la première désolée pour lui. Il s'est blessé sur l'année 2023, sur l'année 2022, il a enchaîné deux saisons où il a été blessé. Ça a été compliqué. Dès qu'on se blesse, on s'arrête. Les autres continuent de progresser, nous on s'arrête. Et donc quand on se blesse 2 années de suite avant les Jeux, ça simplifie pas la tâche. Donc, il a fait tout ce qu'il a pu, il s'est battu, mais malheureusement, il manquait un bout.
C'est quoi sa meilleure place au jeu qu'il a fait? Est-ce qu'il avait fait 13e à Tokyo, c'est ça? Ouais, et c'est à Rio, il fait 7 7 de mémoire, si je ne me trompe pas. Et au championnat du monde? Ah ben, il a été champion du monde, Vincent. Une 2019 et 2020, parce que 2020, c'était une course sèche à Hambourg. Ça avait été décidé, année Covid. D'accord. Tu sais un peu, de toute façon je l'aurai peut-être au podcast, hein, je pourrais lui poser directement la question, mais qu'est-ce qui fait qu'un triathlète comme ça, il se blesse à répétition? Est-ce que c'est du hasard? Est-ce que c'est je sais pas, des mauvaises décisions à l'entraînement? Bon, c'est délicat à répondre à cette question, hein, mais... J'ai ma petite idée, mais c'est délicat. C'est délicat de répondre à ça. Ce qui est sûr, c'est que s'il y avait eu les Jeux en 2020, il aurait sûrement fait une médaille. Ouais. Bah ouais, parce qu'il fait... C'est vrai que ça a été décalé 2019-2020, il est vraiment très fort. Après, c'est sûr qu'on a un sport difficile. Vincent, ça fait des années qu'il s'entraîne, très dur. Et bon, bah, le corps, au bout d'un moment, faut faire attention, quoi. Ouais. Il lâche un peu, quoi. Ouais, puis est-ce que c'est le plus vieux de la potentielle sélection? Ouais. Ouais, hein. Plus de 30 ans. Combien de temps vous avez préparé les JO à l'avance? Est-ce qu'il y a eu, pas une pression du gouvernement et tout, mais est-ce que ça a été quand même beaucoup plus big que d'habitude par rapport aux autres Olympiades? Est-ce qu'il y a eu comme non, là on est en France, il faut rapporter des médailles? Ça a été comme... Surtout nous, parce que ça faisait 2 Olympiades qu'on nous disait, enfin qu'on nous prétendait une médaille. À Rio, fallait qu'on fasse la médaille. À Tokyo, fallait qu'on fasse la médaille et on l'avait pas fait. Donc là, on s'était dit, non mais là, si on fait pas la médaille... c'est pas possible en fait, on peut pas ne pas la faire, il faut absolument qu'on la fasse. Et puis au-delà de ça, je veux dire, les athlètes avaient le potentiel pour la faire. Vous aviez ce qu'il fallait, mais il fallait que toutes les planètes s'alignent. C'est ça, c'est ça. Et puis il fallait se donner aussi toutes les chances pour que les planètes s'alignent. Et concrètement, on met quoi en place? Déjà, combien de temps à l'avance? Et j'imagine que c'est toi qui as énormément contribué à ça, parce que j'ai l'impression que tu es un peu le chef d'orchestre. Est-ce qu'il a fallu recruter des personnes? Est-ce qu'il a fallu tout remettre à plat? C'est un gros projet, en fait. Bah, déjà, j'ai envie de dire que le gros du projet, c'est l'athlète qui le tient, avec son entraîneur. Nous, on est là pour essayer de leur apporter des choses au quotidien qui pourraient leur manquer, d'apporter une plus-value. Après, on est là, on accompagne sur les courses, on essaye d'analyser les courses avec eux. Moi, j'essaye d'être un peu la personne méta qui est un peu, qui a un peu un positionnement méta et qui pourrait, se mettre le doigt sur des choses, qui pourrait faire évoluer. Voilà, on essaye de rassembler tous les éléments pour les aider à faire la performance. Alors, c'est pas toujours bien compris parce que forcément, on a un niveau d'exigence, mais aussi parce qu'en haut, ils ont le niveau d'exigence. Je veux dire, c'était clairement annoncé. L'Agence nationale du sport attendait de nous qu'on fasse des médailles. Donc voilà, c'est un travail d'équipe. Et l'idée, c'est qu'on soit OK sur l'objectif qu'on se fixe. Et puis ensuite qu'on se donne tous les moyens pour y arriver, quoi. Est-ce qu'il y a eu plus de recrutement ces dernières années? Je sais pas, des data scientists, Oui, bah comme je disais, nous on essaye de recrutement, je sais pas, mais en tout cas on y passe du temps. On a des personnes dédiées à ça, chose qui n'était pas forcément le cas avant. On a des collègues, Sébastien Libix, c'est le collègue dont je suis le plus proche et qui travaille là-dessus, qui décortique les résultats, qui essaye de faire parler les chiffres pour nous donner le maximum de billes sur le relais. Voilà, il a fait un gros boulot. Donc oui, on met des choses en place, c'est sûr. Mais bon, après, au-delà de ça, c'est aussi ce que l'athlète va être capable d'exprimer comme besoin. C'est lui qui est un peu maître de son projet. Hein. Donc nous, on suit, mais c'est lui qui... C'est lui qui donne le rythme. Du coup, il y a un peu ce côté des fois, pas impuissant, mais c'est que tu peux pas faire en plus que... Parce qu'en fait, vu que vous avez un système qui est mine de rien assez compartimenté, chacun est de son côté, t'as pas une énorme prise de... Tu peux pas faire grand-chose, en fait, si ce n'est de donner des ressources aux gens pour qu'ils s'améliorent, quoi. Ouais, après, je peux les interroger sur ce dont ils ont besoin. Après, mon rôle, c'est aussi quand ils ont besoin d'aller chercher des personnes autres autour, pour les aider dans la nutrition.
l'Olympiade avant Tokyo, j'ai essayé vraiment de les sensibiliser sur la nutrition. Ça a mis du temps pour qu'ils adhèrent, pour qu'ils se lancent dans le truc. Voilà, des fois on essaye après c'était les soins, après c'était l'organisation sur les déplacements, la collation post-course pour récupérer le plus vite possible, la mise en place des soins pour récupérer le plus vite possible, toujours essayer d'optimiser les choses, quoi. Ok. Oui, puis ils doivent être réceptifs parce que c'est dans leur intérêt aussi. C'est quoi l'ambiance au sein de l'équipe de France aujourd'hui ? C'est une bonne ambiance. C'est une bonne ambiance. Ouais. Est-ce que ça a toujours été le cas ? Est-ce que ça a toujours été comme ça ? Ouais, on a cette chance d'avoir des athlètes qui s'apprécient, qui sont contents d'être ensemble. Il y a vraiment une bonne ambiance. Je vois, il y a des nations, c'est pas pareil. Les athlètes se parlent pas. Tu connais des exemples de nations où c'est un peu sans... Non, il y a des nations européennes où c'est pas la même. Ah ouais. Où il y a ça se voit d'ailleurs quand pendant le Covid, c'était drôle parce que sur les courses qu'on faisait, on a fait une course notamment au Japon où on était sorti de l'hôtel pour aller sur les sites d'entraînement essentiellement. Oui. Et donc on était acheminés dans les bus, parqués avec des personnes qui faisaient une chaîne humaine pour pas qu'on côtoie les Japonais, pour pas qu'on les approche et tout. Et quand on arrivait dans le bus, nous c'était la colonie de vacances parce qu'on était en fait séquestrés dans nos chambres et on sortait que pour aller aux entraînements. Donc les athlètes, ils étaient trop contents de se retrouver. Ça racontait des âneries pendant tout le trajet, ça se marrait à pleine bouche. Et puis on avait d'autres nations avec nous, c'était écouteurs dans les oreilles, un athlète par siège et ils se parlaient pas, quoi. Tu crois que ça joue sur la performance, ça, l'ambiance avant ? Ouais. Moi, je suis sûre que... ce qui s'est passé sur les Jeux entre Pierre et Léo, ça peut être possible que quand les athlètes s'apprécient, je veux dire qu'on s'entraide comme ça en course à pied, en se passant des relais pendant 10 km pour éviter le retour des deux adversaires derrière. Ouais. Deux athlètes qui peuvent pas s'encadrer, c'est compliqué quand même à mettre en place parce qu'on sait qu'il y en a un qui va finir sur la boîte et l'autre non. Donc c'est... Pour l'équipe, quoi. Ouais. Intéressant. C'est bien de savoir qu'il y a une bonne équipe dans l'équipe de France. Ouais. Je pense que ça se voit honnêtement après les images et tout à la télé. C'est qui la meilleure nation de triathlon aujourd'hui ? Nous ? C'est vrai ? Est-ce que on peut dire que c'est nous ? Comment on dit quelle est la meilleure nation ? Parce que c'est pas qu'une question de médaille, c'est aussi une question de direction, d'énergie. Franchement, aujourd'hui, on fait partie vraiment des nations fortes de notre sport, clairement. Ouais. Les athlètes ont du poids. C'est toujours difficile de se faire entendre par World Triathlon, mais je pense quand même que nous aussi on a du poids. Jusqu'à présent c'était essentiellement les Anglais, mais je pense qu'on est quand même une nation importante pour ce sport. On aide pas mal à son développement à travers les résultats. On a beaucoup de licenciés aussi quand même. Ah ouais, ça explose. Ça explose là les dernières années ? Là il y a eu l'effet JO. Ah ouais, ça a joué. Ouais, ça a joué. Il y a des médailles comme ça, les jeunes aussi, peut-être que ça crée des nouvelles générations pour dans 10 ans. Est-ce qu'il y a une bonne relève d'ailleurs ? Ouais. Sur les juniors, là, sur les derniers championnats du monde, on a un champion du monde junior et une championne du monde junior, donc on est pas mal. Ok. C'est quoi leur nom ? Niels Serre et... ça y est, je l'ai plus. Purée. T'inquiète, ça va trop venir. Ambre Grasset. Ok, Ambre Grasset. Ouais. C'est top. Ça veut dire qu'il y a déjà des gens qui arrivent derrière, qui mettent une petite pression. Mais c'est bien, je pense que c'est important en fait. Oui. De sentir qu'on n'a pas une place absolue. Je pense que c'est vraiment important dans tous les sports. C'est sain, d'une certaine façon. Non, mais il y a une vraie relève. Après, la difficulté, c'est toujours d'arriver à passer le cap de la catégorie 23. C'est-à-dire qu'il y a les juniors, et après, il y a cette catégorie 23 où finalement, le format change. On passe de 1 heure de course à 2 heures. Et puis, le niveau, il est quand même relevé, quoi. Donc, il faut arriver à passer ce cap. C'est ça le plus difficile, en fait. C'est ça qu'on doit prendre une claque quand on monte dans la catégorie supérieure. Il faut bien le préparer, ouais. J'aimerais qu'on parle un peu plus d'entraînement. Parce que tu as quand même entraîné pendant la plus grande partie de ta vie, je pense. C'est le moment où on va parler de choses plus concrètes, de 25 x 400, comme tu disais tout à l'heure, de contre-la-montre. Les gens aiment les chiffres. Il ne faut pas hésiter à donner des chiffres, des idées de séance aussi pour les gens qui font du triathlon et tout. Ouais. Est-ce qu'il y a une philosophie française en triathlon ? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y en a une ou pas vraiment ? Non. Ok. Puis... Non, je pense que
quand on est entraîneur, ce qu'il faut, c'est comprendre ce qui se passe sur la course. C'est-à-dire, il y a eu une époque où il y avait les frères Brownlee, où en gros, si on n'était pas là où il fallait à la sortie de l'eau, c'était très compliqué. Si on n'était pas capable d'absorber le vélo à l'intensité à laquelle il l'impulsait, c'était très compliqué. Là, on est passé sur une autre ère, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins d'échappées que ce qu'il y avait pendant l'ère Brownlee. Donc, il faut d'autres qualités, il faut d'autres armes. Donc, en fait, je pense que déjà, la base, c'est comprendre ce qui se passe en course, être capable d'évaluer la capacité de notre athlète à peser sur la course, quelles sont ses armes, quels sont ses points faibles, et quelle stratégie de course il doit adopter pour essayer de tirer le meilleur résultat. Et après, construire l'entraînement autour de ça. C'est intéressant parce que Bruno Gagère, qu'on a eu au podcast, il parle d'analyse de l'activité. Je trouve que ça fait beaucoup d'essence avec ce que tu dis. On analyse ce dont on a besoin, en fait, vraiment. Si on parle d'un 800, on regarde comment un 800 ça se court. Si on parle d'un triathlon. Et je pense que c'est le plus dur à faire quand on est coach. On le met en corrélation avec les forces de l'athlète. C'est ça finalement qui est le plus dur, parce qu'il y a ce qu'il faut faire. En fait, ce qu'il faut être le meilleur, oui, mais comment on le fait en fonction de chaque athlète. Donc aujourd'hui, tu dirais que... Parce que en course à pied, traditionnellement, il y avait un peu une philosophie française qui était la VMA. Toujours aimé la VMA en France. Toi, tu l'as vu dans les autres pays, on parle très peu de VMA en fait. En tout cas, en Amérique du Nord, j'ai habité pendant 10 ans au Canada, personne ne parle de VMA. Donc il y a des trucs, il y a des terminologies en tout cas, il y a des façons de voir les choses. Je pense que les Français, on a été aussi beaucoup vus comme une nation qui s'entraîne fort. Genre qui se mettons assez dans le dur. Est-ce que c'est un peu pareil en triathlon traditionnellement ? Oui, forcément. Oui. Il y a eu... moi, quand... il y a s'entraîner dur et s'entraîner dur. En fait, je pense qu'il y a eu une période où, effectivement, ça faisait des séances très dures. Voilà, des trucs proposés aux athlètes qui étaient un vrai challenge à chaque séance. Et finalement, pas ce socle, ces fondations nécessaires pour faire le sport qu'on fait aujourd'hui. Moi, c'est ce que j'ai compris quand je suis partie m'entraîner à l'étranger. Je me suis dit, mais en fait, on fait tout trop vite. Du coup, on est claqué. Du coup, la base, le foncier, on l'a pas. Et puis, on peut pas y arriver, en fait, parce qu'on s'épuise. Donc, ça a un peu bougé. Il y a eu toute une ère où l'entraînement était beaucoup polarisé. Voilà. Et puis après, je pense que au-delà de l'air, le tout, c'est de savoir d'où on part avec l'athlète dont on s'occupe et où on veut aller. Okay. Et l'entraînement, pour moi, c'est pas une recette. En tout cas, c'est une recette individualisée et qui, de toute façon, va évoluer. Qui peut pas s'inscrire dans le temps à l'identique, année après année, parce que l'athlète évolue, la course évolue, et il faut que l'entraîneur évolue. Il faut bouger. Là, le piège, c'est de rester ancré dans ses croyances et voilà, et ne pas en sortir. Mais le coaching, l'entraînement pour gagner des médailles est quand même très différent aussi de l'entraînement, on va dire, amateur, parce que la plupart des gens qui nous écoutent sont des amateurs. Et je pense qu'il y a beaucoup d'amateurs qui vont un peu copier ce que vont faire les meilleurs, c'est normal, c'est les stars, on a envie de faire comme eux. Mais pour aller chercher des médailles, il y a quand même des différences dans l'entraînement. Comment tu vois ça un petit peu ? Parce que tu as entraîné un petit peu des amateurs déjà ? Oui. Ou tu as vraiment fait que du haut niveau ? Non, tu as entraîné un petit peu ? J'ai entraîné aussi, oui. En fait, c'est... Le socle commun, j'ai envie de dire, c'est le nombre d'heures et tout l'entraînement aérobie. Parce que voilà, on a un sport qui... en plus, les amateurs, il y en a qui font du court distance, 2 heures, mais beaucoup sont plutôt sur le Life Ironman, le 70.3, et donc là, on est plus sur du 5 heures, 6 heures, etc. Donc, le socle commun, c'est ça. Après, en fonction de l'endroit où on se situe dans la course, il y a ce qu'on va aller chercher pour faire la différence, c'est-à-dire la capacité à mettre des à-coups dans la course, ou à l'inverse, la capacité à pacer l'effort au maximum pour finir très fort, parce qu'on sait que c'est ce qui fera la différence avec ses adversaires. C'est après aller chercher le petit truc qui va permettre de se distinguer des autres, de ceux qu'on va battre en tout cas. T'as un exemple de comment tu le travailles justement, cette capacité à relancer, puis c'est un peu comme si tu veux gagner une finale du 10 000 mètres ou du 5 000, c'est pas juste être bon pour courir au train. En fait, tu dois quasiment tout miser sur le dernier tour. Parce qu'en fait, tu le vois au dernier tour,
ils sont peut-être encore une dizaine, mais il y en a que 3 qui vont finir. Donc c'est vraiment, ça joue tout sur le dernier tour. Est-ce que c'est un peu pareil au triathlon et comment tu le travailles ça? Bah, après, ça dépend. Moi, sur les derniers temps, quand j'entraînais Léonie, qui est quand même une des meilleures coureuses, mais qui n'est pas la meilleure sprinteuse. Donc, quand ça se termine... au kick final. Voilà, sur le final, c'est un peu compliqué. Du coup, moi, sur les dernières séances que j'ai pu lui donner, l'idée, c'était de l'entraîner à changer de rythme. Mais tout au long de la course, pas attendre la fin, parce qu'on savait que si elle attendait la fin, bah, c'était trop tard. Donc, c'était arriver à mettre des à-coups pour arriver à écrémer le groupe avec lequel elle courait. Okay. Donc, je me souviens d'une séance qu'on a eu fait où elle avait 10 fois 800, sachant que son allure course c'était 18 à l'heure. Ben, en fait, il y avait un 400 qu'elle devait faire. Je découpais le 800 en faisant 200 par exemple à 18 à l'heure, et puis elle faisait 400 légèrement plus vite que 18 à l'heure, et puis re-200 à 18 à l'heure. Et ça, je lui avais fait faire parce qu'une fois, je l'avais vu essayer de se débarrasser de filles qu'elle avait dans son groupe en course à pied. Mais en mettant des espèces de pétards mouillés, je lui ai dit, mais là, elles doivent rigoler, les filles, de devoir faire, parce que, en fait, si tu augmentes l'allure, c'est pas la peine de l'augmenter, à moins de sprinter sur la fin, c'est pas la peine de l'augmenter d'un kilomètre heure et demi si tu le tiens 20 secondes. Ça sert à rien, en fait. Tu vas lâcher personne. Voilà, augmente-le légèrement d'un demi-kilomètre heure ou 0,7 km heure, mais par contre, tu le tiens. Tu le tiens pas 20 secondes, tu le tiens longtemps pour que ça lâche, en fait. Ouais. Donc, voilà, c'est en l'observant aussi en course, en voyant ce qui se passait et en connaissant ses forces et ses faiblesses, que j'avais construit ce genre de séance pour elle. Donc c'est là où je dis, en fait, il faut comprendre quelles sont les forces de son athlète, quels sont les athlètes, les personnes qu'il veut battre ou qu'elle veut battre, et voilà, comment travailler pour mettre en place une stratégie qui lui permettra de réaliser le meilleur résultat. En plus, c'est des séances, petit aparté, mais je trouve que c'est des séances plutôt amusantes, plutôt ludiques. Dur, oui, hein, c'est ça. C'est dur. Ouais. Mais moi, je prends mon exemple, mon coach, il me donne, nous on appelle ça lactate shuttle, je sais pas si c'est le bon terme, mais c'est-à-dire une répétition plutôt autour du seuil, et après très peu de récupération. Oui. Genre, je prends un exemple, une séance qu'on avait fait avant un semi, c'était 3 x 8-3, 8 minutes, un peu dur, mais pas trop, 1 minute de récup, ce qui est quand même très court pour lui, et 3 minutes sur des efforts 5, 10, donc et après beaucoup de récup. Ouais. Vous faites des trucs un peu comme ça des fois? Ça c'est rigolo, je vous le dis pour ceux qui nous écoutent, alors adaptez-le à votre profil. Mais nous on aime bien placer ce genre de séance plutôt pas trop loin des courses. Donc on fera clairement pas ça en prépa générale parce que je trouve qu'il faut quand même un bon niveau de forme pour faire ce genre de séance aussi. Après elles peuvent être raccourcies. Elles peuvent être raccourcies, comme tu disais tout à l'heure, on peut faire juste un 200 plus vite. Ça c'est des bonnes séances. Faut pas en abuser, je pense, mais c'est un exemple. Après, c'est toujours pareil, ça dépend de tout ce qu'il y a autour. Ça dépend de tout ce qu'il y a autour, surtout que vous avez 3 sports. Ça ressemble à quoi une semaine type d'un triathlète à haut niveau? Il y a plein de gens qui se posent la question, je pense, en termes de charge, mais aussi il y a 3 sports à travailler. Est-ce qu'on double, est-ce qu'on triple, est-ce qu'on quadruple? Globalement, ça nage du lundi au samedi, donc 6 jours. Plutôt le matin? Ouais, okay. En général, il commence par ça. Et puis après, ça roule, ça peut rouler 6 fois, ça peut courir 7 fois, 8 fois, ça dépend. Alors là aussi, il faut mettre un petit peu de diversité. Donc il peut y avoir des jours où ça roule 2 fois, des jours où ça roule et puis ça court derrière. Voilà, c'est... Mais bon, ça s'entraîne autour de 30 heures par semaine. Autour de 30 heures. Est-ce qu'il y a des grosses différences entre les athlètes, même au plus haut niveau, ou c'est vraiment... Non. 30 heures, une trentaine d'heures par... Ok, donc on est quand même sur quelque chose de conséquent, là. Ouais. Comment tu pratiques un petit peu cette transition? Tu disais justement, peut-être des fois, vélo, puis course enchaînée. Est-ce que c'est des choses que vous faites toute l'année, ou est-ce que vous le faites vraiment plus proche des courses? On peut le faire dès l'hiver, parce que ça permet de faire un bloc long, de faire une sortie vélo, aérobie, et puis d'aller courir 1 heure derrière. Tout de suite, ça fait 3 heures de sport, 3 heures et demie de sport en enchaînant les 2. Après, ça peut être fait de façon plus spécifique, avec vraiment une séance typée course sur le vélo, et puis derrière, une séance aussi dure en course à pied, typée course. Donc en fait, on peut jouer avec ça. On peut jouer à la fois avec l'enchaînement des sports, mais aussi avec ce qu'on met dedans, c'est-à-dire la dominante physiologique.
Et du coup, en termes de qualité, c'est la question qui m'intéresse le plus, je pense, c'est combien vous faites de séances de qualité dans chaque sport? Ça dépend des périodes, ça dépend des athlètes, ça dépend de ce qui est ciblé aussi. Je crois que ce qui est important, c'est de cibler le nombre de séances qu'on est capable de placer, mais dont on est aussi capable de récupérer. Pour les gens qui nous écoutent, voilà, souvent les gens qui font du sport amateur, ils travaillent en plus. Donc c'est bien de faire de la qualité, mais faire de la qualité dont on ne peut pas récupérer, bah ça ne devient plus de la qualité. Ouais. Donc c'est le piège dans lequel il faut pas tomber. Il vaut mieux faire 3 séances de qualité bien ou 2 séances de qualité bien plutôt que vouloir en faire 4 ou 5 et puis finir sur les rotules, tomber malade, se blesser ou mettre 4 jours à s'en remettre. Donc à haut niveau, c'est possible d'avoir 2 qualités de course, 2 qualités de natte, 2 qualités de vélo. Oui. Parce qu'après, c'est leur métier, ils font que ça. Ouais. Et ils optimisent la récupération entre chaque, c'est toujours pareil. Je pense que tous les athlètes s'entraînent dur, s'entraînent bien. Après, la différence, elle se fait dans l'enchaînement des séances et l'enchaînement des semaines d'entraînement entre ceux qui vont tout bien gérer en termes de récupération et donc ne pas se blesser, ne pas tomber malade. Et puis ceux qui vont commettre des erreurs et puis qui vont du coup se blesser, être arrêtés ou tomber malade, être arrêtés. C'est quoi un exemple d'erreur? C'est vouloir trop en faire. C'est souvent ça? Ouais. Pas bien manger aussi. Donc en fait, baisser sa garde sur n'importe quel levier, n'importe quel facteur, sommeil. C'est ça. Parce qu'en fait, ils sont tellement aussi sur une ligne rouge, oui. Enfin 30 heures par semaine, j'ai l'impression qu'on a moins le droit à l'erreur finalement. Ouais. Puis même la charge émotionnelle, elle est énorme. Ouais. Si le sommeil, il est pas là pour absorber, j'ai l'impression ça. que dès qu'il y a un petit caillou dans l'engrenage, en triathlon, ça peut partir beaucoup plus vite qu'en course à pied, où nous, on s'entraîne entre 10 et 15 heures par semaine. Il y en a qui vont aux Olympiques avec 10 heures d'entraînement par semaine en course, ce qui est quand même fou quand on y pense. Triathlon, non, c'est pas possible. Ouais, non, mais c'est sûr. Après, c'est des humains, ils ont aussi une vie personnelle, des soucis, des tracas. Tout ça, ça vient s'ajouter en termes de stress sur l'organisme, donc il faut pas le négliger. Ça doit être dur quand même de concilier ça avec une vie de couple, voire une famille. Est-ce que c'est des problématiques qui reviennent souvent en tant que coach d'avoir, parce que, je veux dire, non seulement ils s'entraînent 30 heures, mais 30 heures en vrai c'est plus 40, 45 si on compte les trajets, tous les à côté. Mais c'est surtout que quand on s'entraîne pas, on n'est pas 100% disponible pour l'entourage non plus, quoi, j'imagine, surtout quand on se rapproche de la période de compétition. Ouais, non, mais de toute façon, c'est un projet de vie. Quand il y a un couple, c'est un projet de vie commun. C'est pas pire que des personnes qui ont un boulot qui les prend 35-40 heures par semaine. Ouais, bien sûr. Il y en a, certes, ils ont leur week-end, mais ils sont habités tout le week-end par leur boulot, préoccupés, ils n'arrivent pas à décompresser, donc c'est pas vraiment différent. Après, c'est une vie aussi qui dure que quelques années. Donc quelques années qui peuvent être sympas à vivre, une vie un peu différente aussi pour le conjoint malgré tout, parce que ça peut être aussi l'occasion de l'occasion de soutenir son conjoint ou sa conjointe qui fait ça, c'est quand même c'est une vie un peu sympa. Et puis ça peut permettre aussi de voyager, de voir d'autres choses, d'avoir une vie qui sorte un peu de l'ordinaire, quoi. Il faut pas avoir un conjoint ou une conjointe qui fait la même chose, dans une autre dans un autre sport, Donc il faut quand même trouver la bonne personne. C'est ça. Ouais, dans un autre sport ça peut être compliqué, mais bon, ça peut se faire aussi. Il y a des couples de triathlètes à haut niveau? Oui. Ouais. Il y a des exemples en France, non? Vincent Louis, il est avec une athlète britannique, triathlète. Ok, donc c'est possible. Ouais, c'est possible. Après on peut s'entraîner ensemble quand c'est le même sport aussi. Ouais, c'est ça. C'est quoi la place de la musculation chez les triathlètes? Elle est importante ou pas? Ouais, alors plus ou moins en fonction des athlètes et en fonction des entraîneurs. Mais c'est présent. C'est présent. Ils font en moyenne 2 séances par semaine, ceux qui en font. Ok. Et c'est des séances à part entière. Ouais, des vraies séances. Il y a de la force max, il y a toutes ces choses-là. Ça dépend des athlètes, de ce qu'ils ciblent, toujours pareil, de leurs besoins, etc. Mais en tout cas, il y en a. Ouais. Ok.
Tout à l'heure, on parlait un petit peu des qualités à développer pour gagner des médailles. Je prends l'exemple du 10 km de Valence qui était il y a quelques jours, c'était dimanche dernier. On voit un athlète comme Alexis qui fait 28 bas au 10 km. C'est quoi, toi, ta réaction quand tu vois qu'aujourd'hui, il y a des triathlètes qui ont presque un niveau international en course à pied? Ça m'étonne plus parce que de toute façon, nous, dans notre sport, c'est clair qu'ils sont vraiment performants dans les 3 sports. Et à chaque fois qu'on a eu l'occasion de partager du temps avec des athlètes de chaque sport, des athlètes internationaux de chaque sport, ils étaient loin d'être ridicules. Je veux dire, un cycliste français qui vient et qui côtoie un peu des triathlètes va les trouver performants à vélo. Un nageur d'eau libre qui côtoie les triathlètes va les trouver performants. Donc, en fait, je sais pas si c'est le fait qu'il y ait que 3 sports, entre guillemets. Mais en tout cas, à chaque fois, oui, ils sont assez proches du meilleur niveau de chaque sport. J'ai l'impression que c'est allé quand même encore plus loin récemment. Enfin, c'est vrai que les frères Brownlee, dans mes souvenirs, ils étaient quand même très très forts en course à pied. Même si on sait jamais leur vrai niveau au final, parce qu'ils vont jamais sur des courses. Alors après, il y a une vraie transversalité du travail vélo sur la course à pied. Ok. Ouais. C'est-à-dire que le vélo, c'est un sport porté, moins traumatisant que la course à pied, et ça vient vraiment compléter le travail de course à pied, donc c'est aidant. Ouais. C'est-à-dire que même si les athlètes courent 8, 9 ou 10 fois semaine, à côté, ils font quand même beaucoup de kilomètres à vélo, et ça, musculairement, ça les rend forts. Donc tu penses que un petit message à certains amateurs et tout, ça pourrait être de complémenter. Moi, je fais jamais de sport croisé. J'aime juste courir, puis c'est vrai que le vélo, c'est pas que ça m'ennuie, c'est quand on n'est pas un cycliste et qu'on habite en ville, et c'est chronophage beaucoup aussi. C'est marrant de rouler en groupe, tout ça un peu moins. Mais tu penses qu'il y a vraiment des adaptations qui peuvent être transférées sur course à pied? Ah, j'en suis sûr. Ouais, j'en suis sûr. Au niveau de la puissance un petit peu, parce que aérobie, on s'en doute, mais toi, tu penses que ça renforce les jambes, quoi. Ah oui, c'est indéniable. Moi, j'ai entraîné des duathlètes, filles, Sandra Levenès, pour ne citer qu'elle, et elle a réalisé ses meilleurs chronos sur 10 bornes à pied une fois qu'elle n'était plus athlète, mais qu'elle était duathlète. Ah ouais? Oui. Est-ce que à son avis, est-ce qu'il y a aussi le fait que tu peux pédaler pendant 3-4 heures, mais tu peux pas courir pendant 3-4, enfin tu peux, mais tu peux pas courir très vite. Clairement. Et on peut faire des séances à pied sur de la fatigue faite à vélo. C'est aussi l'intérêt. Aller faire un peu de vélo avant, et hop, on part pour sa séance à pied, on va chercher une fatigue musculaire qu'on peut aller chercher en course à pied, mais à quel prix? À quel prix? C'est vite limité. Et je me souviens qu'à l'époque où j'entraînais ces duathlètes, j'ai Pascal Chira, qui était l'entraîneur de Johan Diniz, qui était venu me voir sur un regroupement de coachs. Souvent, les coachs français, on est regroupés. Et qui m'avait dit, tu sais, ça m'interpelle les performances que font les anciens athlètes quand ils passent ou au triathlon ou au duathlon. Je pense qu'il y a une vraie transversalité du vélo vers la course à pied, et je voudrais en discuter avec toi. Et je lui avais dit, oui. C'est clair. C'est clair que le vélo viendra te renforcer pour la course à pied. Et il m'avait dit qu'à l'époque, lui, il faisait nager Johan et il faisait faire du vélo à Johan. C'est intéressant, parce qu'il y a vraiment plusieurs approches en course. On peut voir parmi les plus grands champions qui font absolument jamais d'entraînement croisé. Mais tu vois, récemment, on a eu Étienne Deguinos, que tu as peut-être entendu parler, qui a eu le record d'Europe sur 10 km en 27,04. Donc ça commence à être des beaux chronos, qui vient d'être battu à Valence, mais bon, c'est dommage, il n'a pas gardé longtemps. Et lui, par exemple, on sait qu'il va aller faire des 80, 100 km à vélo, qui n'a pas un énorme volume en course à pied, entre 100 et 130, ce qui est pour un coureur de ce niveau-là pas énorme, mais qui va complémenter comme ça avec du vélo. C'est intéressant. Mais c'est dur de savoir si tout le monde réagit pareil, si c'est pour tout le monde. C'est après c'est sûr. Tu penses? Ah, moi, j'en suis convaincue. Ça me donne envie d'essayer. Mais même moi, je le fais. Moi, aujourd'hui, je cours que ponctuellement, mais je le mixe à du vélo pour pas avoir trop de traumatisme. Et je sens que le vélo m'aide. Ok. Oui. C'est intéressant. C'est un truc que j'ai envie d'essayer, mais peut-être plus avoir un home trainer, finalement. Oui, c'est ça. Mais tu peux le faire sur home trainer. Parce que moi qui habite à Barcelone... c'est sûr. En vrai, Barcelone, c'est bien pour pédaler, mais il faut sortir de la ville. Il y a tout cet aspect qui est un peu démotivant. Non, il faut que tu essayes et puis je te ferai un podcast après pour ça. Ça a marché. En tout cas, on verra.
Comment, t'en as parlé un peu tout à l'heure, mais est-ce que tu aurais un conseil plus pour les gens qui nous écoutent, qui font du triathlon? Comment tu travailles la capacité à courir vite après avoir pédalé un peu à bloc, quoi? Ah bah ça c'est l'entraînement, hein. Déjà courir après le vélo, c'est quelque chose, bon, quand on le fait la première fois, on se dit mais c'est un enfer, plus jamais je referai ça. Et puis à force de le faire, bah ça devient en fait normal. Ouais. Et c'est pour ça aussi que c'est intéressant de faire des enchaînements pendant l'hiver pour avoir un volume aérobie intéressant. Et donc voilà, c'est à force de le faire c'est comme tout, ça s'entraîne et après ça devient plus naturel. Comment tu le doserais pour quelqu'un qui, je sais pas, qui débute un petit peu ou pour quelqu'un vraiment qui sait pas trop comment écrire son plan en termes de est-ce que tu pourrais, je sais pas, commencer par 1 heure de vélo et 5 km? Est-ce que c'est dans ces proportions? Après, ça pourrait être... Oui, effectivement, ça peut être ça. Ça peut être surtout pour les gens qui peuvent pas aller rouler à l'extérieur. Déjà, faire 1 heure de vélo et puis aller courir 30 minutes derrière, bon, bah, ça fait 1h30 sur les jambes, mine de rien. C'est ça. Voilà, puis après, jouer avec, peut-être passer à 1h30 de vélo, 30 minutes, et puis après revenir sur 1 heure de vélo, faire 45 minutes. Et puis voilà, enfin y aller comme ça, jouer avec les volumes. Et observer. Ce qui est intéressant, c'est toujours c'est à la fois le volume global et puis après le volume de la course à pied. Le volume de la course, d'accord. Ça peut monter jusqu'à combien de kilomètres un triathlète professionnel? Est-ce qu'il y en a qui montent à, je sais pas, 150, 160 ou on reste plus dans le 100, 110, 120? Ouais, il y en a qui vont chercher des extrêmes, mais franchement, j'en ai pas croisé beaucoup. Ouais. Et ceux qui le font, ils s'en vendent pas trop, okay. Je pense. Après, c'est quand même hyper traumatisant la course à pied. Ouais, et nous, en triathlon, on a quand même la chance d'avoir le vélo, donc ça joue plus sur l'association des deux, en fait. D'accord. Donc c'est plutôt la part de vélo qui est malléable, on va dire, qu'on peut vraiment augmenter plutôt que la course à pied. Ouais. Ok, intéressant. C'est quoi l'importance que vous accordez, et toi en tant que coach, à la science, mais surtout les données? Parce qu'on voit ces dernières années en course, je ne sais pas si c'est pareil en triathlon, il y a des lecteurs de lactate partout aujourd'hui, alors que ce n'était pas trop le cas il y a 10 ans. En fait, ça revient, mais c'était le cas il y a 30 ans peut-être. La fréquence cardiaque, tout le monde la mesure, tu sais, il y a les brassards maintenant. Il y a énormément d'applications qui donnent énormément de data, ce qui peut des fois être un peu déstabilisant aussi pour les débutants amateurs. En fait, ils ont tellement de données qu'on utilise les données pour utiliser les données. Il y a un peu cette mode-là qui, je pense, est un peu problématique aussi parfois. C'est quoi ta vision que tu as là-dessus? Pour moi, l'intérêt des données, c'est de donner du sens aux choses. Mieux se connaître. Déjà, pour moi, c'est la base de l'entraînement. Quand je m'occupais d'athlètes, moi, l'objectif, c'était de leur amener le maximum de billes pour qu'ils apprennent à se connaître. Donc, ils apprennent à connaître les moments où ils sont vraiment en aérobie, les moments où ils sont en train de basculer, les moments où ils sont anormalement fatigués, les moments où ils sont normalement fatigués. Et après, les datas, ça doit aider à leur donner des repères pour justement tout ça. Et ensuite, dans la stratégie de course et la façon dont on construit la course, c'est pareil, c'est voir ce qu'ils produisent, à quoi ça renvoie en termes de résultats sur la course, où ils veulent aller, sur quel levier on peut jouer, quelle data, et puis ensuite aller utiliser ces datas à l'entraînement pour voir, pour faire des essais sur ce qu'on veut essayer de mettre en place comme séance, réguler, mais bon, c'est vrai qu'après, quand il y a trop de data, on s'y perd un peu aussi, quoi. C'est important qu'il y ait du sens autour, sinon c'est... Donc utiliser les données quand on arrive à en faire sens peut-être. Oui, c'est ça. Ou arriver, ou en tout cas être accompagné dans l'utilisation des données pour que ça ait du sens. Ok. Fait que si on le comprend pas, des fois, pas forcément utile. Bah ouais. Est-ce qu'il y a beaucoup d'utilisation du lactate en triathlon ou pas tant que ça? Ouais, pas mal. Ouais. Dans les 3 sports? Oui, dans les 3 sports. L'idée, c'est souvent d'être sûr d'être dans la bonne filière, donc de pas basculer, donc de pas rentrer dans un effort trop difficile alors que on veut vraiment cibler une zone. Okay. C'est souvent pour ça. Plus pour limiter ou alors c'est pour voir comment on récupère d'un effort. Okay. C'est-à-dire toujours dans cette idée de mettre du stochastique dans les séances, voir l'impact de ce qu'on met en place et quelle vitesse on récupère. Intéressant. Est-ce que tu connais un peu le coach Olav Alexander Bou? Tu as déjà entendu parler? Parce qu'il est pas mal sur... il est passé dans plusieurs podcasts, il aime bien les réseaux quand même, puis lui c'est vraiment la science, les données, c'est le monsieur données, coach de Blumenfeld et Gustav Iden. Tu as déjà rencontré? De loin. De loin? Ouais.
il a une bonne réputation dans le domaine. C'est comme, parce que tu sais, des fois, on voit les gens dans les réseaux sociaux, mais en fait, on se rend pas trop compte si c'est ce qu'il y a à prendre ou à laisser. Parce qu'il a influencé beaucoup de gens, en fait, dans le triathlon. Ouais. Bah, c'est pas les coachs avec lesquels on échange le plus, les Norvégiens. Ouais, ils sont plus dans leur coin, les Norvégiens. Ouais, ils sont assez dans leur coin. Ils observent pas mal ce qu'on fait. C'est vrai. À Font-Romeu, ça m'avait fait rire parce qu'ils filmaient les Français dans l'eau, voir comment ils nageaient, etc. Parce que ça reste le point faible des Norvégiens. C'est le point faible des Norvégiens, la natte. Ouais, la natte et la technique en natation. Ouais, assez. Donc, après, eux, il y a un gros boulot de fait sur tout ce qui est filière, contrôle de l'effort dans la filière. Voilà, c'est leur truc, quoi. Ouais, ils ont beaucoup influencé, même en course à pied, peut-être trop, je sais pas, mais Jacob, par exemple, Ingebrigtsen, un des meilleurs coureurs qui sur 1500 aujourd'hui, tout le monde a envie de s'entraîner comme lui, tu vois. Ouais. Puis j'ai eu cette discussion plusieurs fois avec des coachs français et eux, ils pensent que c'est pas nécessairement la philosophie qui correspond le plus à la personnalité des Français, tu vois. Ouais. Ouais, ça dépend. Là, moi, je suis pas trop sur la course à pied, en tout cas sur les besoins des athlètes français en course à pied. Mais eux, c'est leur marque de fabrique, les Norvégiens. Ils sont comme ça dans tous les sports. En biathlon, c'est pareil. Voilà, les scientifiques sont très présents et il y a un gros contrôle de ce qui est fait à l'entraînement en termes d'intensité. Bon, voilà, après... Chacun sa méthode. Bah ouais, après, là, voilà, ça a bien marché pour Tokyo, pour les Norvégiens. Là, c'était plus compliqué sur Paris. Ils ont fait quoi à Paris, les Norvégiens ? Je sais même pas. C'est vrai ? On les a vraiment pas vus. Hein. Non, mais de toute façon... Blumenfeld après Tokyo, il a fait un peu de longue distance. Il a beaucoup chargé ses saisons. Il a fait beaucoup de choses avec beaucoup de voyages, enchaîné les épreuves. Bon, ça va pas dans le sens du contrôle habituel des Norvégiens, donc je sais pas si c'est quelque chose que lui seul a impulsé ou qu'il a fait de concert. Après, c'est vrai que c'est un plus petit pays aussi, ils doivent avoir moins de... Ils ont juste moins de talent, logiquement. Hein. Mais il doit pas être très loin au jeu, parce qu'il rentre à vélo avec, il s'appelle, avec Wild. Donc, il doit pas être très loin, mais à pied, il avait pas le même niveau, là, que les à-coups lui faisaient mal. Non, mais on le voit quand même, quand on voit un Alexis, on dirait franchement, on dirait un coureur pro, en fait. Ouais. On se dit qu'il aurait pu faire potentiellement une carrière de coureur, je pense. Je sais pas, ce serait intéressant de voir. C'est quoi les plus grosses, je sais pas, les plus grosses erreurs que tu faisais quand tu étais jeune coach? Avec le recul, quand tu regardes un peu comment tu t'y prenais, peut-être qu'il y en a pas. Les erreurs, je sais pas si c'est des erreurs, mais des regrets. À un moment donné, peut-être que j'aurais dû plus compartimenter l'entraînement des filles quand elles étaient toutes ensemble. Voilà, parce que certaines ont eu du mal avec la concurrence. Après, dans le contenu d'entraînement, j'ai toujours été assez méfiante et j'ai toujours vraiment balisé les choses. Donc, j'ai pas trop fait d'erreurs voilà, en arrivant sur les courses, globalement, les athlètes dont je m'occupais étaient en forme. Après, il y a la partie mentale, voilà, qui a pas toujours été au top avec les athlètes, mais bon, ça c'est comme la nutrition, tu mets le doigt dessus, t'essayes de sensibiliser les athlètes, mais c'est une démarche qui doit être personnelle. Tu peux pas les obliger à... là aussi, il faut que ça ait du sens pour qu'ils s'engagent dans un travail et qu'ils le fassent bien et que ça soit bénéfique. S'ils le font sans y croire, ça n'a pas de sens, ça n'apporte rien. Mais du coup, j'ai l'impression que tu étais quand même bonne pour les faire piquer au bon moment, tes athlètes, globalement. Les faire piquer, c'est-à-dire ? Genre vraiment qui performent quand ça compte, là, le jour de la compétition du championnat. Ouais, globalement, je pense que j'étais pas trop mauvaise sur la planification et pour arriver en forme sur un événement. Et tu dirais que, c'est quoi les conseils que tu pourrais donner par rapport à ça aux coachs qui nous écoutent ou aux gens qui font leur plan, en fait ? Parce que c'est un truc qui revient énormément d'être trop fatigué sur la ligne de départ ou d'avoir fait un affûtage trop pas brut, trop long. Enfin, il y a plein j'en ai fait aussi plein à mon niveau. Je sais pas, c'est quoi un peu l'expérience que tu peux partager pour mieux gérer ce moment-là, ces moments critiques ? Ouais. Alors, moi déjà, je me disais, je préfère qu'ils arrivent plus reposés avec moins de séances d'entraînement. C'est-à-dire que déjà, à 15 jours de l'échéance, je levais le pied
Et après, en fonction des profils, il y en a qui avaient besoin d'être un peu stimulés juste avant la course, d'autres non. Mais je faisais pas un truc long et surtout pas un truc qui donne des repères de forme. Intéressant. Voilà. Voilà. Déjà, pour pas qu'il le fasse à fond, pour que ça reste un rappel et pour que ce soit la séance, enfin la course avant la course. Et puis, moi, je le vois. Hein, là où il y a des erreurs, c'est quand les entraîneurs manquent de confiance en eux. Alors, comme en général, les athlètes en manquent. Si l'entraîneur, il en manque, il y a toujours les séances de trop qui sont faites. Okay. Et c'est ça qui plante les athlètes. La peur de pas en donner assez, finalement. Ouais, c'est ça. Ou de vouloir grappiller la dernière goutte de forme et qu'en fait, on passe de l'autre côté. En fait, ça peut paraître bête à dire, mais il faut vraiment faire jouer le bon sens dans les 15 derniers jours. Vraiment le bon sens. Faut pas... Quand on hésite en tant qu'entraîneur à rajouter un truc, c'est qu'il faut pas le mettre. Ça, c'est une bonne façon de penser, je pense. Quand on hésite, d'ailleurs, en séance aussi, quand on sait pas si c'est trop vite, c'est souvent trop vite, j'ai l'impression. Ah bah oui. Quand on se pose la question, finalement, est-ce que je suis allé trop vite ? Ouais, non, c'est ça. Et bon, la clé pour ça, que ce soit pour les athlètes ou pour les entraîneurs, c'est ne pas aller sur des endroits ou sur des séances qui vont donner des repères de forme. Donc, tu vois, par exemple, en course, faire des 1000 mètres, on évite, parce que 1000 mètres, tout de suite, ça, on sait exactement... Ou alors, il faut contraindre un temps qui n'ait pas de sens pour l'athlète. Plus en minutes, finalement. Des fois, ça marche mieux. Déjà, c'est mieux de faire en temps de travail plutôt qu'en distance. Ouais. Et si c'est une distance, faut peut-être mixer la distance avec du cool qu'on inclut dans la distance pour pas que l'athlète ait de référence de temps ou de vitesse. C'est vrai que c'est un bon point parce que ça peut faire vraiment l'effet inverse aussi. Si on veut pas aller trop vite et qu'on a des repères et qu'on se dit non mais c'est moins bien que je sais pas il y a 2 ou 3 semaines, on peut vite perdre un peu la confiance. Hein. C'est ça. Ouais. En fait, une séance, ça peut plomber un athlète physiquement et mentalement. Et c'est tout l'enjeu des dernières séances, en fait. Ouais. Même pendant le cycle de développement. Et je sais pas si tu pourras le dire, mais sur la semaine des Olympiques, par exemple, peu importe l'athlète, on met combien de qualités ? Je suis vraiment curieux de savoir. La semaine des Olympiques, c'est la semaine des Jeux ? La semaine des Jeux. Ah, mais il n'y a pas en fait, il n'y a pas de repère de qualité. C'est des entraînements avec des bricoles à faire à pied, des 30-30 ou des lignes. Vraiment tout petit. Mais ouais, tout petit. Il y a du vélo encore la semaine Ah bien sûr, ils font les 3 sports tout le temps. Tout le temps. Ouais, tout le temps. La veille aussi ? Il n'y a plus de natation, j'imagine. Si, la veille, ça nage. Ouais, ça va toucher l'eau, mais c'est... Et comment on fait c'est réduit. On peut toujours, selon où on est, les infrastructures, c'est toujours possible d'aller nager un peu la veille, ouais. Tout est fait pour. Ouais. Donc la veille, je sais pas, des JO, à la piscine, on peut voir un peu tous les athlètes internationaux qui... Pas nous, parce qu'on va pas à la même piscine que les autres. Mais quand vous allez à d'autres jeux, mettons, vous êtes avec les autres athlètes Non, en fait, on essaye toujours, sur les jeux, de garder les athlètes dans un cocon. Ok. Donc, traditionnellement, on va pas au village olympique. Ah ouais. Bon, alors on arrive à le justifier aussi parce que souvent, notre site de course est loin du village olympique. Et comme il y a beaucoup de, il y a une logistique assez lourde pour les Jeux Olympiques avec des vérifications de matériel les matins avant, les jours d'avant. Alors un coup c'est le vélo, un coup c'est la combinaison et les chaussures de course à pied. Bon, c'est très lourd et c'est toujours très tôt le matin. Donc l'idée c'est d'être logé au plus proche du site de course pour alléger toute cette partie-là pour les athlètes. Et puis c'est dans la mesure du possible privatiser un endroit pour qu'ils s'entraînent sans regarder les autres, sans s'occuper des autres qui restent entre eux tranquilles. Qu'ils soient dans leur bulle en fait. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'en fait on a le droit de pas être dans le village olympique, c'est ok. Ouais. Donc en 2024 là aux Jeux de Paris, on ne pouvait pas croiser les triathlètes sur le village olympique. Non. D'accord, c'est marrant. Ouais. Je sais pas si c'était le cas. Non, je pense qu'en athlétisme chacun choisissait pour lui en fait.
Bah, ça dépend des fédérations. Je sais que la fédération de tennis, par exemple, au début pensait aller au village, puis je le sais parce qu'on voulait s'installer à Roland-Garros, nous, au Centre National. Puis finalement, au dernier moment, ils se sont dit qu'ils allaient pas se mettre au village, qu'ils allaient plutôt se mettre sur place directement. La fédération L'Eau Libre aussi, qui avait leur site de course au même endroit que nous, ne sont pas allés au village. Il y a pas mal de fédérations. Puis bon, il y a toujours ce problème sanitaire. Hein. Oui. Ouais, c'est vrai. Les athlètes sont vraiment sur le fil quand ils finissent leur préparation et on limite les interactions avec trop de monde. C'est vrai que ça fait peur quand même. Hein. Ouais. Un petit virus et là, c'est c'est 4 ans mis par terre. Ouais, c'est terrible. Hein. Ouais. Puis ça arrive chaque année. Hein. Bah, chaque année, il y a oui. des athlètes qui chopent le Covid. Bien sûr. Là, il y a eu des clusters au village, c'était sûr. Ah ouais. Donc nous, on s'épargne ça en général. Ok, tant mieux. Il ne me reste pas beaucoup de questions, mais il y en avait une. Tu m'as dit que tu avais un petit peu vu comment les triathlètes amateurs ils s'entraînaient. En même temps, tu es tellement dans le domaine aussi. C'est quoi les erreurs les plus courantes que tu vois chez les amateurs, typiquement ? Trop en faire. Ok, classique. Trop en faire. Chercher à se rassurer en faisant du volume et de l'intensité, en prenant pas en compte les contraintes du boulot, les contraintes familiales. Ouais. Et puis du coup, additionner les couches de fatigue les unes derrière les autres jusqu'au moment où ça pète, où ça tombe malade, où ça... Voilà, ne pas assez se faire confiance en fait. Tu crois que c'est parce que tu l'as nommé plusieurs fois, mais on n'a pas trop rebondi dessus, mais tu crois vraiment que ça vient d'une insécurité quand on s'entraîne trop ? Oui. C'est un peu ce que tu dis. Oui. L'insécurité qu'on n'est pas suffisant finalement, on n'est pas assez en fait avec ce qu'on fait. On n'en fait pas assez. Ok. Est-ce que toi, tu pouvais être comme ça quand tu t'entraînais ou... Ouais. Bah oui. Du coup, c'est pour ça que tu le comprends aussi. Ah ouais, on que tout le monde y passe en fait par ça. On est content quand on fait beaucoup, on est content quand on fait très dur, alors qu'en fait, faut être content quand on fait régulièrement. Donc changer un petit peu miser sur la longévité. En fait. Ouais, miser sur la patience, sur le... Il y a un coach américain qui a un dicton que j'aime bien, il dit « Keep the ball rolling ». Et moi, vois l'image parfaite. Genre, il faut juste que ça roule en fait. C'est ça. Le plus longtemps possible. C'est ça. Faut miser sur la longévité. Puis il faut s'écouter, quoi. Il y a des fois, quand on n'a pas envie... Alors, c'est pas tout le temps, mais le corps, il envoie des signaux qu'il faut savoir écouter. Ok. Des fois, quand on le sent pas, quand on n'a pas envie, faut peut-être pas y aller, quoi. C'est l'expérience, la lucidité. Ouais, c'est de la confiance. Faut se faire confiance, faut être capable d'écouter son corps. C'est pas parce que on est qu'on va jouer les têtes brûlées que ça va payer, quoi. Ça marche pas comme ça. Le no pain no gain. Des fois c'est bien, mais des fois faut le relativiser aussi, quoi. Ouais. Mais c'est pas facile parce que quand j'essaye d'expliquer à mes athlètes justement cette importance du ressenti, je trouve qu'elle est dure à transmettre parce qu'il y a un truc qui est au-delà des mots, au-delà de l'intellect. Ouais. Moi j'ai beaucoup de mal des fois, alors surtout aux gens qui commencent. Ouais. Quand on dit fais-toi confiance, fais confiance à tes sensations, j'ai l'impression que les gens paniquent encore plus des fois. Je prends un exemple, j'aime bien faire courir mes coureurs sans montre des fois pour qu'ils apprennent à... Je sais pas, s'ils doivent faire du 4 du kilo sur la piste, j'ai envie qu'ils sachent que c'est du 4 au-delà de la montre pour qu'ils le ressentent, ce 4 du kilo. Je trouve ça important. Et quand je leur dis ça, ils paniquent totalement. Ils disent non, mais je sais pas, si j'ai plus ma montre, je sais plus où je suis, je panique. Tu le vois toi un petit peu Ouais, parce que ça aussi, ça dépend des responsabilités, des personnalités, pardon. Oui. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont avoir besoin de beaucoup de cadres. D'être cadrés, ils sont rassurés en fait quand ils ont la montre, quand ils ont du cadre. Ça les rassure. Voilà. Et puis il y en a d'autres au contraire qui vont aimer cette sensation de laisser aller, de sentir son corps, de sentir les sensations que renvoie le corps. Ça c'est vraiment la personnalité. Moi je suis plutôt dans la première catégorie. Okay. Donc moi j'ai beaucoup de mal à aller courir sans ma montre. Mais je sais que c'est ma personnalité, je suis comme ça. Mais tu penses qu'il faut amener les gens qui sont peut-être comme ça vers... Parce que moi, j'ai tendance à penser qu'il faut le travailler parce que c'est important dans le quotidien de savoir les niveaux de fatigue, mais c'est très dur, je trouve. Après, il faut peut-être l'alterner pour les gens qui, comme moi, qui sont... C'est-à-dire faire une séance entière sans montre, ça va générer tellement de stress que voilà, c'est peut-être pas nécessaire. Mais alterner des répétitions avec montre et sans montre, déjà, ça va donner du sens
Parce qu'on va dire, bon, bah là, t'as ta montre, tu cours à 4 au kilo. Ok, je t'enlève ta montre, essaye de courir à 4 au kilo. Donc, ça veut dire, essaye de retrouver ce que tu ressentais. Ça va encourager à développer les sens, en fait. C'est ça. Chose que ne vont pas faire naturellement ces gens-là. Mais moi, j'ai fait une formation, la formation Action Type sur les préférences motrices et les préférences cognitives, qui m'a aidé à comprendre les différentes personnalités et donc les différents fonctionnements. Oui. Donc ça m'a intéressée parce que la première fois que j'ai vu la méthode, j'ai compris beaucoup de choses par rapport aux normes techniques dans lesquelles on voulait m'enfermer quand j'étais athlète, notamment en course à pied, ne pas passer par le talon, courir sur la pointe, etc. C'est quelque chose qui m'a... Qui était trop rigide, en fait ? Ah, mais je pouvais pas, en fait, j'y arrivais pas. Mais après, j'ai compris, le jour où cette méthode m'a été expliquée, j'ai compris qu'en fait, moi, je ne peux pas faire ça. Parce que moi, ma force, elle passe par le talon. C'est le déroulé du pied. Alors, après, il faut que je joue sur le temps, passer sur le talon. Mais... c'est comme un piston chez moi, le talon. Il faut que je passe par le talon, c'est comme ça. Si on m'enlève ça, je sais plus courir, en fait. Et en fait, au niveau de tout ce qui est cognitif, c'est pareil. Donc, il y a des gens pragmatiques, il y a des gens qui le sont moins, il y a des gens qui ont besoin d'un cadre, d'un repère, il y a des gens que ça stresse, ce cadre et ces repères. Et donc, en fait, faut arriver à faire un petit peu de tout, mais voilà, faut pas être radical. Ouais, et dans le bon dosage et avec, faut pas être trop pressé non plus de faire évoluer vers certaines. Mais c'est quelque chose que je vois beaucoup plus chez les débutants amateurs. Ouais. Et j'ai l'impression que plus on s'entraîne, plus on se connaît, plus on se fait confiance, plus on sait. Ouais. Mais oui, c'est intéressant en tout cas. Comment tu vois l'évolution du triathlon dans les 10 prochaines années ? Est-ce que des fois tu te projettes un peu, ça a tellement changé, j'ai l'impression. Après, je sais pas si, tu vois, si ça va pas être une question de cycle. C'est-à-dire que l'évolution est aussi liée aux athlètes présents. C'est-à-dire, comme je te disais tout à l'heure, il y a eu une époque avec les frères Brandley où la natation et le vélo étaient très importants. Où il y avait un vrai break qui se créait dans la course après la natation. À ce moment-là, c'était un petit peu vent de panique pour tout le monde sur la partie natation. Il fallait nager vite absolument parce que sinon c'était cuit. Si on n'était pas dans le cut à la sortie de l'eau, la course se passait sans nous. Là, on est repassé sur une dimension où on peut s'accorder un petit peu plus de marge sur la partie natation. Souvent, il y a un regroupement à vélo, mais par contre, voilà, la course à pied est très importante. Donc, je parle pour les hommes, là. Hein. Pour les filles, on est un peu sur ce schéma-là aussi. Il y a eu une période où les Anglaises mettaient un gros rythme à vélo et donc il y avait des breaks aussi régulièrement. Là, ça se fait moins. Ça va dépendre, en fait, des champions qui vont émerger et puis de la dynamique qu'ils vont impulser sur la course. Ok, donc c'est très dur à prévoir. C'est ça aussi la beauté du sport. Ouais, il va falloir s'adapter, en fait. C'est pour ça que quand on est entraîneur, je pense que c'est très important d'être capable de s'adapter à ce qui se passe, de pressentir ce qui va aussi se passer. C'est-à-dire que moi, je me souviens qu'en 2016, quand j'ai vu une ou deux athlètes commencer à être solides à vélo, commencer à visser à la sortie de l'eau, je me suis dit, ouh là, les générations futures anglaises, américaines, ça va aller vers ça. Il va falloir se préparer à ça. Et voilà, ça va être la clé, quoi. Effectivement, Tokyo, il y a eu un groupe échappé sur la part après la natation. Et il y a eu un second groupe après sur le vélo. Donc, voilà, on peut un peu anticiper en fonction de ce qu'on voit émerger, ce qui va sortir des jeunes catégories, les profils de coureurs, d'athlètes qu'on va voir sortir. On va pouvoir deviner à la marge ce qui va se passer. Ouais. Donc, il faut essayer d'avoir un petit coup d'avance, mais on ne peut pas avoir 10 ans d'avance. Donc, il y a quand même cette capacité qu'il faut avoir, en tout cas au plus haut niveau, d'aller observer finalement ce qui se fait, surtout dans les bonnes fédérations, puisque c'est celles qui nous intéressent le plus. Alors après, on peut aussi se donner les moyens, en tant que fédération, de créer de créer un mouvement. C'est-à-dire que, voilà, si on est une fédération où on a des bons nageurs, des bons rouleurs, on peut se dire, allez, on essaye de peser sur la course, on essaye de créer une dynamique, mais faut arriver à embarquer tout le monde là-dessus, c'est pas évident. Faut convaincre, il faut faire avec les forces qu'on a et tout, mais c'est quand même excitant. Ok, top. Écoute, est-ce que tu as quelque chose à dire, partager avant de terminer, parce que je pense qu'on a fait un beau tour déjà ensemble aujourd'hui. Ma foi, non, pas grand-chose. Je pense qu'on a balayé pas mal de sujets, pas mal
pas mal d'aspects. Ouais. Ouais. En tout cas, je souhaiterais te remercier pour ton temps. Je sais qu'il est précieux, on l'a bien compris. T'as quand même beaucoup de choses à faire. Là, faut préparer Los Angeles. Ouais. Est-ce que tu y penses déjà un petit peu ou... Oui. C'est vrai? Ah oui, là, oui. Ça fait, j'imagine, même un petit moment, non? Ouais, là, ça y est, on est reparti. Ouais, c'est cool. En fait, c'est un cercle sans fin, quoi. Ouais. C'est pas trop épuisant, des fois, d'être dans ce truc. Il y a toujours un championnat du monde, des Jeux Olympiques, des... Non, en même temps, après, c'est ce que t'aimes aussi. Il y a des années aussi, il y a les 2 dernières années avant les Jeux qui sont vraiment les années où on est full gaz. Et puis, il y a quand même l'année post-JO qui est une année où on essaye de prendre un peu de hauteur, d'analyser les choses. Ouais. Donc bon, elles sont pas à l'identique, c'est pas le même niveau de pression sur toutes les années. Donc ça va, on respire. Il y a des cycles. Ouais, c'est comme l'entraînement un peu. Exactement. Ok, merci beaucoup pour ton temps. L'épisode touche à sa fin. Merci encore de nous écouter en si grand nombre. C'est dispo donc en vidéo sur YouTube, c'est dispo en audio sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast, etc. Encore un grand merci Stéphanie pour ton temps. Merci et on vous dit à bientôt dans un prochain épisode. Ciao.